Alors, le programme qui avait été fixé, je vais vous l'indiquer. Mais je ne sais pas si nous aurons le temps de le remplir complètement. Alors, il avait été prévu une série d'exposés d'abord sur l'historique de la franc-maçonnerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on devait faire la préhistoire de la franc-maçonnerie, la préhistoire immédiate, et puis ensuite étudier un certain nombre de mouvements de pensée qui ont existé dans l'Antiquité et puis au cours du Moyen-Âge, et qui sont les racines de la doctrine maçonnique moderne. Et ces mouvements de pensée sont la gnose, l'hermétisme, l'alchimie, le rosicrucianisme. Et il faudrait y ajouter, et d'ailleurs j'ai prévu ça, nous n'avions pas prévu ça à Flavigny quand nous nous sommes vus, il faudrait y ajouter aussi le Graal, qui est une espèce de spiritualité, de philosophie bizarre, mais qu'il faut quand même étudier. Ce sont donc les racines doctrinales de la franc-maçonnerie. Il avait été prévu aussi que l'on examine un petit peu tout l'orientalisme, mais je crois que là nous n'aurons pas le temps. Et puis d'ailleurs, moi, je n'ai pas préparé positivement pour l'orientalisme parce que c'est une discipline très particulière qui m'aurait demandé de revoir un grand nombre de livres, et comme j'en ai fait pas mal, je n'ai pas eu le temps. Alors je crois que nous avons un programme suffisamment chargé avec celui que je viens de vous dire, en s'arrêtant à la gnose, l'hermétisme, l'alchimie, le rosicrucianisme et puis le Graal en général. Voilà ce qui avait été fixé. Maintenant, aurons-nous le temps de tout faire? Je ne sais pas, parce que je crois qu'il vaut mieux, dans tous ces sujets, donner des coups de projecteur en profondeur, plutôt que d'essayer de faire un exposé complet, et qui est forcément un petit peu à vue cavalière, et qui finit par aboutir à des choses que tout le monde connaît. Alors je crois qu'il vaut mieux donner des coups de projecteur en profondeur. Alors, nous en avons commencé par l'historique de la franc-maçonnerie. La date retenue par les historiens pour la fondation de la franc-maçonnerie moderne est la date de 1717. C'est ça qu'il faut avoir présent dans l'esprit. Nous verrons quelles sont les coordonnées historiques de cette date de 1717. Il existait à cette époque à Londres, comme dans toutes les villes d'Angleterre, des corporations professionnelles de maçons. Nous dirions aujourd'hui des syndicats, qui se réunissaient dans des loges, et nous dirions des permanences. Alors il existait 4 de ces loges maçonniques à Londres, qui, pour des raisons que je ne comprends pas très bien, végétaient. Elles n'avaient presque plus d'adhérents, elles n'avaient plus de finances, elles végétaient. Et alors en 1717, elles ont été réunies, dans des circonstances que nous allons voir, pour former une seule et même grande loge. 4 loges qui forment une grande loge. À la suite d'une évolution que nous allons voir. À l'occasion de cette réunion, le statut professionnel a été modifié et d'opérative qu'elle était, la franc-maçonnerie est devenue idéologique. Et on dit qu'elle est devenue spéculative. Alors, l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est l'histoire de la franc-maçonnerie spéculative. Et elle a donc une préhistoire qui est une préhistoire opérative. Alors, nous allons jeter un petit coup d'œil sur cette préhistoire opérative de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire avant la date fatidique de 1717. Il y avait donc des corporations de métiers, et qui avaient un caractère essentiel, d'ailleurs, du point de vue initiatique, c'est intéressant, qu'elle n'avait qu'un seul grade, c'était un seul véritable grade, celui de compagnon. L'apprenti était une situation de candidature, on entrait apprenti à l'âge de 14 ans après l'autorisation des parents, on s'inscrivait donc dans une loge. Quant au grade de maître, c'était plutôt une fonction, c'était un primus inter pares. Il n'y avait qu'un seul véritable grade qui comportait un serment, qui comportait des engagements à respecter des règlements, n'est-ce pas? C'était une initiation, tout ce qu'il y a de plus profane, et qui n'avait rien de mystique. Mais enfin, il y avait quand même une espèce de cérémonie que les maçons spéculatifs vont s'empresser de garder parce que ça va leur donner quelque chose de précieux, ça va leur donner de l'ancienneté. Enfin, ça, nous y reviendrons. Il y avait donc une cérémonie d'admission
pour passer d'apprenti, situation d'attente, à la situation de compagnon. Alors là, on faisait la lecture d'un règlement, on donnait le récit des légendes de l'ordre, en y croyant plus ou moins d'ailleurs. On énumérait les grands maçons, n'est-ce pas? On commençait par la tour de Babel, ensuite il y avait Euclide, et puis ensuite les architectes du temple, et puis ensuite venait la prestation du serment. Ces règlements ont été en partie conservés. Mais nous verrons qu'à un moment donné, il a fallu s'en débarrasser pour des raisons que nous allons voir. On connaît les règlements des 4 loges londoniennes qui ont été réunies en une seule et même grande loge. Alors, Desaguliers, qui est un des fondateurs de la franc-maçonnerie, avec Anderson, Desaguliers et Anderson, sur lesquels nous reviendrons, Desaguliers, à un moment donné, en 1717, c'est-à-dire 2 ans après la fondation, le jour de la nativité de Saint Jean-Baptiste, a pris sur lui de brûler les rituels professionnels anciens, des rituels professionnels, qui n'avaient rien de mystique, mais enfin qui étaient, on pouvait, dans une certaine mesure, dire initiatiques. Il les a brûlés parce que, ils étaient trop catholiques. Et lui, comme il était protestant, et qu'il était un des premiers maçons, il a éprouvé le besoin de brûler les souvenirs du catholicisme à l'origine de la franc-maçonnerie. Parce que ce qu'il voulait faire, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Alors du coup, il a brûlé aussi des choses que les francs-maçons beaucoup regrettaient par la suite, ce sont les landmarks. Alors les landmarks, ils ont couru à la pêche des landmarks un peu partout parce que ça donnait de l'ancienneté, et puis comme ils sont très traditionnels, au sens profane du mot, au sens matériel du mot, ils auraient voulu récupérer les landmarks. Mais enfin, Desaguliers les avait brûlés, puis il n'y avait plus rien à faire, on les a pu retrouver. Les landmarks, L-A-N-D, trait d'union, M-A-R-K. C'est-à-dire les jalons de campagne. Probablement des règlements, tout ce qu'il y a de plus profane, ce n'est pas des règles de conduite dans cantonnement, des choses comme ça. D'ailleurs, nous allons voir tout ça. En plus des apprentis, des compagnons et des maîtres, dans les loges opératives de Londres, les anciennes loges avant 1717, il y avait ce qu'on appelait des membres d'honneur, qui étaient des francs-maçons acceptés. Alors ça, c'est intéressant de noter les francs-maçons acceptés, parce que c'était des gens qui étaient des intellectuels, qui ne savaient pas bien où se réunir, où aller, et alors ils s'étaient agglutinés à des loges maçonniques, parce que ça leur servait de club qui leur permettait d'échapper à l'Inquisition et d'échapper à la police royale. Et il y avait ainsi un grand nombre, un nombre de plus en plus important, jusqu'en 1717, n'est-ce pas, de francs-maçons acceptés. Alors le plus célèbre, on peut déjà le noter, si vous voulez, c'est Elias Ashmole. Elias Ashmole. Et donc des francs-maçons acceptés. Alors la nature de l'initiation est une nature absolument nous dirons opérative, n'est-ce pas? Il y en a un qui a pas mal étudié cette question-là, mais il n'est pas très sûr dans son orientation, c'est Marquès Rivière, c'est un drôle de bonhomme, il a écrit beaucoup sur la franc-maçonnerie, mais enfin je ne garantis pas que son jugement soit bon en tout. En tous les cas, il fait bien remarquer que l'initiation avant 1717 était strictement réglementaire, professionnelle, maçonnique au sens matériel du mot, et qu'elle n'avait rien de spéculatif. Ah, nous arrivons donc à la date de 1717, et il faut savoir ce qui se passait à peu près en Europe, en tous les cas en France et en Angleterre à peu près à ce moment-là. 1717, c'est pas loin de la mort de Louis XIV. Louis XIV est mort en 1715. On venait de finir la guerre de succession d'Espagne, ce qui est très important pour l'avenir de la franc-maçonnerie en Angleterre. On venait de finir la guerre de succession d'Espagne qui avait fini en 1713. Elle avait été terminée par la paix d'Utrecht, par laquelle la couronne d'Espagne reste sur la tête de Philippe V, qui est petit-fils de Louis XIV, conformément au testament de Georges II, roi d'Espagne, dernier descendant de Charles Quint. Voilà. C'est-à-dire qu'elle passe donc sur la tête de Philippe V au lieu de passer sur la tête de l'archiduc Charles, lequel d'ailleurs entre-temps était devenu empereur d'Allemagne. Par conséquent, c'était une bonne opération pour la France.
que de ne pas avoir un roi d'Espagne qui est en même temps empereur d'Allemagne, comme du temps de Charles Quint, on avait tellement eu à lutter contre cette hégémonie. Hégémonie qui avait d'ailleurs été, je vous le signale, favorisée par les jésuites, lesquels ne croyaient pas à la réalité surnaturelle de la Sainte Ampoule. Et alors ils avaient beaucoup favorisé Charles Quint et les Habsbourg, justement parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne ressentaient pas la prééminence de la couronne royale française sur les couronnes royales européennes. C'était une chose qui leur manquait, ils ne voyaient pas ça. Alors en France, c'était donc le moment de la Régence. 1717, c'est la Régence de Philippe d'Orléans. Et alors en Angleterre, en 1714 était morte la reine Anne Stuart, la dernière reine de la maison des Stuarts. Mais les Stuarts conservaient encore, d'abord des nombreux et puissants partisans en Écosse et même en Angleterre, et surtout en Irlande. Et ils gardaient aussi un prétendant, qui était Jacques III, qui était le fils de Jacques II. Jacques II, en deuxième noces, avait épousé Marie d'Este. Et ils avaient eu comme fils Jacques III. Alors, en 1714, avait été déclaré roi d'Angleterre Georges Ier à la place de Jacques III Stuart. C'est Georges Ier qui avait été déclaré roi d'Angleterre en sa qualité de petit-fils de Jacques Ier Stuart par sa mère Sophie. Alors en Angleterre ça pouvait marcher parce qu'il n'y avait pas le droit d'aînesse. Et puis alors les femmes n'étaient pas exclues du trône, par le fait qu'il n'y avait pas le droit d'aînesse d'ailleurs. Georges Ier était en même temps électeur de Hanovre. Alors avec l'accession au pouvoir de Georges Ier, nous arrivons au premier des Hanovres, c'est la dynastie de Hanovre. Alors il fut donc proclamé roi d'Angleterre, mais alors les jacobites d'Écosse, d'Angleterre et surtout d'Irlande se déclarèrent hostiles à Georges Ier. Les jacobites remportent d'abord des succès importants en Écosse, mais leur prétendant Jacques III Stuart, par ses atermoiements, il a lambiné terriblement, n'est pas arrivé à temps à Londres, de telle sorte que Georges Ier avait déjà pris possession de sa couronne et que Jacques III a été obligé de s'expatrier. Georges Ier, Hanovre par conséquent, a tout de suite fait ce qu'on appelle la quadruple alliance. Il a réuni l'Angleterre, la Hollande et l'Autriche, et en même temps la France par l'intermédiaire du cardinal Dubois, dans la quadruple alliance qui était une alliance à priorité protestante. Au terme de laquelle, au terme de cette quadruple alliance, Jacques III, le prétendant jacobite, fut obligé de se retirer à Rome, où il se maria et où il eut un fils, Charles-Édouard. En 1745, mais ce qui nous mène très loin après, et en 1746, Charles-Édouard, avec l'aide de la France, débarqua en Écosse, prit la tête des jacobites écossais et s'empara d'Édimbourg. Il rentra en Angleterre, où régnait Georges II, qui est le fils de Georges Ier. C'est pas, il y a la série des Georges, les premiers noms, il y a 3 Georges, Georges Ier, Georges II et Georges III. Là, c'était Georges II quand l'autre est revenu. Il se produisit entre les jacobites du nord, donc écossais, et les Anglais, un choc très important à la bataille de Culloden en 1746, et là, les jacobites, c'est-à-dire les partisans des Stuarts, ont été vaincus d'une manière définitive, et ça a été la fin du jacobisme et la fin des prétentions des Stuarts à la couronne d'Angleterre. Comment ? Les Stuarts étaient catholiques, mais il y en avait certains qui étaient protestants. En particulier, une que nous retrouverons à l'occasion du rosicrucianisme, c'était, enfin nous y reviendrons, son nom m'échappe, cette princesse-là, mais elle était mariée avec l'électeur du Palatin, et ils sont tous les deux, ce jeune ménage, à l'origine du rosicrucianisme. Et vous allez voir, c'est très intéressant cette question du rosicrucianisme, parce que quand on l'aborde de loin, ça fait une espèce de, comme
un mirage, un fantôme, on ne sait pas où ça commence et où ça finit, mais dans les choses historiques, c'est beaucoup plus clair, et vous verrez que c'est assez intéressant. Alors nous le reprendrons d'ailleurs, parce que le rosicrucianisme, à l'origine de la franc-maçonnerie, est excessivement important. C'est cet esprit rosicrucien qui domine les origines de la franc-maçonnerie. Alors là, nous en sommes donc en 1746 à la bataille de Culloden, c'est donc très en arrière de notre date fatidique de 1717, mais c'est pour vous montrer que pendant les premières années de la franc-maçonnerie, les jacobites catholiques, partisans des Stuarts, avaient donc des chances de reconquérir le trône d'Angleterre. Et ils se sont servis de la franc-maçonnerie pour essayer d'y parvenir. Et c'est de là que viennent toutes les influences chevaleresques dans la franc-maçonnerie. Au début de la franc-maçonnerie, ce sont les influences opératives maçonniques qui dominent, et par le fait des Stuarts, des jacobites, il y a toute une série de grades d'ailleurs, qui sont des grades chevaleresques. Alors donc, en 1717, on réunit à Londres des loges qui ne se réunissaient d'ailleurs plus dans des loges proprement dites, parce qu'elles manquaient d'argent, et ils allaient pour leur réunion, ces malheureux maçons, ils allaient dans des tavernes. Et les loges avaient pris le nom des tavernes dans lesquelles ils se réunissaient. Alors, il y avait la taverne de l'Oie et du Grill, qui comptait encore 22 membres, 22 malheureux membres qui se couraient après. Il y avait la taverne de la Couronne, qui hébergeait aussi une loge, et qui comptait 21 membres. La taverne du Pommier, qui en comptait 40, qui était une ancienne loge qui avait sa permanence, mais qui n'en avait plus, qui se réunissait donc au Pommier. Et puis il y avait la loge du Gobelet et du Raisin. Alors ça fait l'Œil et le Grille, la Couronne, le Pommier, et puis le Gobelet et les Raisins. En tout, ça faisait quelque chose comme 154 membres. C'était très peu par rapport à ce qu'il y avait eu autrefois. Parmi les 154 membres qui sont réunis donc dans cette grande loge de Londres, celui qui a reçu, plus exactement, qui a reçu la grande maîtrise de cette grande loge, c'est Antoine Sayer, S-A-Y-E-R, qui a donc été le premier grand maître de la franc-maçonnerie. Il fut élu grand maître maçon parce que l'idée de tous ces intellectuels qui étaient à l'origine de la réunion des 4 loges, qui étaient des maçons acceptés, tous ces intellectuels n'avaient qu'une idée, c'était de ne pas laisser s'éteindre ces associations à cause de l'ancienneté de l'initiation professionnelle dont ils avaient compris tout le parti qu'on pouvait tirer. Parce qu'ils désiraient à tout prix être une association antique. Et ils ont exagéré leur antiquité d'une façon éhontée. Ça va se voir tout de suite d'ailleurs dans les constitutions d'Anderson. On décida une réunion annuelle, vous voyez, une réunion annuelle c'était déjà très difficile à obtenir, enfin on décida une réunion annuelle, et à la deuxième réunion annuelle, Antoine Sayer fut remplacé par Georges Payne, qui lui était non plus un opératif, comme Sayer, mais qui était un spéculatif. Par conséquent, vous allez le voir, un Rose-Croix. P-A-Y-N-E. Georges Payne. Je sais pas, je le prononce très mal parce que je ne connais pas l'anglais. Alors, Georges Payne décida deux choses. D'abord, l'archivage de ce que l'on appelle les old charges, c'est-à-dire les vieux règlements, dont nous allons voir tout à l'heure que Desaguliers les a brûlés, parce que c'était eux qui contenaient les landmarks. Alors, archivage des old charges, et puis la rédaction de constitutions pour remplacer les old charges. Rédaction de constitution qu'on a confiée tout de suite à Anderson, lequel s'est fait aider par quelqu'un de beaucoup plus intelligent que lui, qui était Desaguliers. Et à une des réunions annuelles, en 1717, alors, le Georges Payne est remplacé par quelqu'un absolument génial, qui s'appelle Théophile Desaguliers, et qui est à l'origine de toute l'organisation de ce que l'on appelle la franc-maçonnerie symbolique, ou maçonnerie de Saint-Jean, ou maçonnerie bleue. Ce sont trois mots qui désignent la même chose, c'est-à-dire la maçonnerie des 3 premiers grades. Ça s'appelle la maçonnerie de Saint-Jean, la maçonnerie symbolique ou la maçonnerie bleue.
Il faut une toute petite biographie de Desaguliers. Il était fils d'un pasteur protestant de La Rochelle qui avait été chassé par la révocation de l'édit de Nantes. Il était très instruit, son père avait fait très attention à son instruction, et il a été d'ailleurs éduqué en Angleterre. On note à son sujet qu'il était collaborateur et ami de Newton, qu'il avait un grand talent de pédagogue et d'organisateur, qu'il était un conférencier goûté, très spirituel, d'une activité inlassable, d'une ardeur prosélytique également inlassable. Et puis en politique, c'était un hanovrien, c'est-à-dire qu'il n'était pas partisan d'une monarchie à la Louis XIV, une monarchie sans parlement, mais que c'était au contraire un parlementariste. Le rôle de Desaguliers dans la fondation et dans l'organisation de la franc-maçonnerie primitive est absolument primordial. Il en a été le principal artisan. Et il en resta le grand maître jusqu'en 1742. Par conséquent, il a eu un long règne maçonnique. 1719 à 1742, ça fait un bail. Alors donc, avec Anderson, qui a été désigné par Georges Peigne, ils ont donc rédigé les constitutions et ils ont participé à la rédaction des rituels des 3 premiers grades, parce qu'il y a bien un rituel opératif, mais vous pensez, il a fallu améliorer tout ça pour lui rendre, pour lui donner une allure véritablement initiatique d'ordre spirituel, d'ordre, nous dirons, mystique au sens de la fausse mystique. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Il faut examiner naturellement les constitutions d'Anderson. Elles ont été remaniées en 1723, puis en 1738. Mais enfin, ces remaniements n'ont pas ajouté grand-chose, n'ont pas modifié grand-chose. La première rédaction reste la plus fondamentale, et c'est d'ailleurs de celle-là que s'est inspiré le pape quand il a foudroyé, si vous dire comme ça, l'encyclique, d'ailleurs c'était une encyclique in eminenti, qui était la première encyclique d'interdiction de la franc-maçonnerie, où d'emblée on s'aperçoit que le Saint-Siège avait vu très clair dans toutes ces histoires-là. Ils ont donné quelques raisons à leur interdiction qui étaient des raisons assez superficielles, mais ils ont laissé très bien entendre dans sa rédaction, le texte même de l'encyclique, on voit très bien qu'il y avait des raisons plus profondes qu'ils n'ont pas voulu indiquer, probablement parce qu'ils étaient un peu compromettantes pour leurs sources, les gens qui les avaient renseignés, mais on voit qu'ils ne s'étaient pas du tout fait des illusions sur le caractère de fausse mystique qui régnait dans tout ça. Bon, ça c'est certain. Quand nous étudierons, enfin si nous avons le temps d'y arriver, les réactions à cette organisation maçonnique, nous verrons que le Saint-Siège ne s'est fait aucune illusion. Et d'ailleurs pas plus que les polices royales, en France en particulier. Le préfet de police a très bien vu d'emblée de quoi il s'agissait. Seulement, il a eu les mains coupées, enfin, il a eu les bras liés par une circonstance que nous verrons tout à l'heure. Alors, les constitutions d'Anderson, donc, remontent tout simplement jusqu'à Adam. La franc-maçonnerie remonte à Adam. Je vous le dis carrément, je ne me cache pas. Remonte à Adam. C'est lui qui a reçu la connaissance, d'ailleurs c'est très simple, alors pourquoi c'est lui qui a reçu la connaissance du grand architecte de l'univers et également la connaissance de la géométrie. Quoi de mieux pour faire un bon maçon? Adam a retransmis sa science maçonnique à ses fils, puis elle est passée à Noé, elle est passée aux Égyptiens, elle est passée à Salomon et à ses architectes, elle est passée aux Grecs, aux Romains, et puis elle est passée aux Saxons, bien entendu. Et même, précision extrêmement curieuse et extrêmement importante, la révélation maçonnique d'Adam est passée à l'extrême Thulé. L'extrême Thulé, T-H-U-L-E. Thulé. Alors ça c'est très important, parce que le mot de Thulé recouvre toujours le messianisme nordique. Alors ça, c'est extrêmement curieux de voir que ça existe déjà dans les constitutions d'Anderson. Car la maçonnerie va être à l'origine de tout cet impérialisme nordique auquel on va assister
d'abord avec le goût de l'hégémonie des anglo-saxons. Et puis ensuite, c'est ça qui va donner naissance au pangermanisme, lequel est né dans les loges, et lequel se réclame de Thulé. Alors c'est extrêmement curieux de voir qu'on trouve explicitement dans les constitutions d'Anderson la référence à l'extrême Thulé. C'est un nom de lieu, Versailles? C'est un nom d'une île, c'est l'ancien nom de l'Islande, de l'Irlande. C'est l'ancien nom de l'Irlande, Thulé. Alors dans les légendes plus ou moins chevaleresques, on donne aussi le nom de Thulé à des îles diverses pour leur donner un caractère plus mystérieux. Par exemple, les Allemands prétendent que ce n'est pas l'Irlande, que c'est Helgoland, qui est à l'embouchure de l'Elbe, un peu en amont, en aval, enfin dans la mer. C'est tout à fait à l'embouchure du côté de Cuxhaven, par là, du côté de Hambourg, enfin après Brême, mais Hambourg. Une île qui est une espèce d'énorme caillou, un plateau de 100 ou 150 mètres de haut, recouvert de bruyères. Je ne sais pas, ça a peut-être 1 kilomètre de côté et 2 kilomètres de l'autre côté. Enfin, c'est très petit, mais ils pensent que c'est là. C'est pas habité d'ailleurs. Ils pensent que c'est là. Ils disent que c'est là, Thulé. Enfin, en réalité, c'est l'ancien nom de l'Irlande. Et alors, c'est la terre qui est réputée être la terre des hyperboréens. Et ça, ne croyez pas que, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une référence que l'on voit chez des gens comme Guénon, qui ont la réputation d'être sérieux, et qui, dans un certain sens, du point de vue, si vous voulez, mystique, le sont, parce qu'ils suivent une filière qui livresquement est réelle, ils la suivent. Ça aboutit à du vent, mais enfin, ils la suivent. Et c'est l'ancien nom, c'est le berceau de la mythologie scandinave. Thulé, c'est actuellement une ville du Groenland. Et oui, il y a une ville du Groenland qui a pris ce nom de Thulé, mais on pense que c'est un nom d'emprunt, un peu comme Venise, qui est le nom de Varne, n'est-ce pas? Il y a des noms comme ça qui se donnent, comme par exemple dans les environs de Lyon, il y a la ville de Pérouse, qui est aussi l'équivalent du Pérouse en Italie, voyez-vous. Alors, il y a des noms d'emprunt, mais ce n'est pas l'origine vraiment. Moi, je crois, d'après tous les gens, puis d'après les dictionnaires, qui généralement forment des compendiums assez précis, c'est l'ancien nom de l'Irlande. Alors, ça recouvre donc un messianisme nordique. C'était quoi les Moréens là, Alors, les hyperboréens, je pense que si nous y arrivons, nous aurons un petit chapitre, un petit paragraphe sur les hyperboréens. C'est une notion ancienne que tous ces subversifs reprennent parce qu'ils se raccrochent à quoi ils peuvent, vous comprenez. Comme ils n'ont rien de solide du point de vue surnaturel, ils prennent des trucs comme ça. Enfin, on les prend en flagrant délit, là. C'est un centre spirituel du monde. Vous savez qu'il y a la théorie des centres spirituels qui a été énormément développée par Guénon. Eh bien, justement, Thulé est un centre spirituel du monde, ce que j'appelle les hauts lieux, voyez-vous. Ils potassent beaucoup cette question des hauts lieux. Maintenant, ils les mélangent tous, d'ailleurs. Leur idée, c'est de tout mélanger. Alors voilà, Thulé en est un. C'est un centre spirituel du monde. Alors, c'est à l'origine, à la fois, de la mystique anglo-saxonne, d'hégémonie mondiale, parce qu'ils pensent qu'ils rendent service à tout le monde en les commandant, n'est-ce pas? C'est tout à fait anglo-saxon, ça. Et puis alors, c'est également à l'origine du pangermanisme. Alors, les constitutions d'Anderson s'inspirent donc servilement des old marks, des old charges, c'est-à-dire des anciens règlements, dans certaines parties pratiques du comportement des maçons, du comportement qu'on leur conseille. Par exemple, on leur dit gravement, n'est-ce pas, dans les constitutions d'Anderson, qui ont quand même une vingtaine de pages, qu'il ne faut pas se livrer à des bouffonneries en réunion publique. Ça, c'était ce qu'on pouvait dire aux compagnons maçons. Il ne faut pas se pocharder non plus, dans les banquets, dans les trucs comme ça. Ça, c'est fait partie des old charges. On comprend bien qu'ils ils ont produit, ils étaient bien contents d'avoir des choses anciennes sur lesquelles se fonder leur affaire. Alors, ces emprunts très abondants aux old charges n'avaient pas d'utilité positive au XVIIIe siècle, mais elles avaient l'utilité psychologique de conserver aux constitutions une allure très opérative. C'est ça qu'ils ont voulu potasser au début. Et de concrétiser ainsi l'ancienneté de la confrérie. Alors, la position à l'égard de la religion est également très importante dans les constitutions d'Anderson. Alors là, je vous lis le texte parce que il est souvent reproduit et il faut absolument s'y référer. Dans les anciens temps, dit le texte,
les maçons étaient obligés, dans chaque pays, de professer la religion de leur patrie ou nation, quelle qu'elle fût. Mais aujourd'hui, laissant à eux-mêmes leur opinion particulière, on trouve plus propre, plus à propos, de les obliger seulement à suivre la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. La religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Elle consiste à être bon, sincère, modeste, gens d'honneur, par quelques dénominations ou croyances particulières qu'on puisse être distingué. C'est traduit à l'ancienne, n'est-ce pas? D'où il s'ensuit que la maçonnerie est le centre d'union et le moyen de concilier une sincère amitié parmi des personnes qui n'auraient jamais pu, sans cela, se rendre familières entre elles. Fin de citation provisoire. Voyez-vous ce goût de réunir les gens? Il semble que ce soit une nécessité de réunir, de réunir des gens qui sans ça ne se seraient pas connus. Mais qu'est-ce que ça peut faire que les gens ne se soient pas connus? C'est ce goût de l'association qui va être extrêmement sensible, par exemple, dans les constitutions de la franc-maçonnerie italienne et des Carbonari. On va revoir ça sous la plume de Piccolo Tigre et puis de tous les gens qui ont organisé la franc-maçonnerie italienne. Réunir des gens sous n'importe quel prétexte. Il le leur disait d'ailleurs explicitement, il leur disait pour les prétextes de promenade, de tourisme, de géographie, mais réunissez-les. C'est ce goût de la réunion. Et on a ça dans les constitutions de l'Opus Dei. C'est un des premiers paragraphes. Je ne veux pas vous influencer. Moi, j'aime pas beaucoup ça, mais enfin, je constate que dans l'Opus Dei, il y a ça au début. Dans Chemin, vous trouvez, c'est un des premiers paragraphes de Chemin, d'ailleurs. J'ai peut-être eu tort de vous dire ça, je vais peut-être vous scandaliser. Non. Je continue la lecture des constitutions d'Anderson. Il ne doit point être question d'aucune pique ou querelle particulière dans l'endroit où se tient la loge, encore moins de disputes touchant à la religion, parce qu'en qualité de maçon, nous sommes tous de la religion universelle dont on a parlé. Alors le mot de religion universelle existe donc dans les constitutions d'Anderson dès le début. Par conséquent, qu'on ne vienne pas nous raconter que c'est un truc récent, qui est le résultat d'une élaboration. Non, c'est dès le début. Et cette religion universelle, nous allons la retrouver dans les racines doctrinales de la franc-maçonnerie, et en particulier dans le rosicrucianisme. Il est aussi fait mention du secret dans les constitutions d'Anderson, mais dans des termes qui rappellent plutôt le secret professionnel des anciens maîtres maçons. Voici le texte. Conduite à tenir en présence des étrangers qui ne sont pas maçons. Vous serez circonspect dans vos paroles et dans vos démarches, en sorte que l'étranger, le plus pénétrant, ne puisse découvrir ou trouver ce qui n'est pas propre à donner à entendre. Et quelquefois, vous changerez de propos, ménageant cela pour l'honneur de la véritable société. Vous changerez de conversation si vous voyez que le secret est sur le point de se... C'est surtout le secret des personnes, c'est surtout le secret de ceux qui sont affiliés, beaucoup plus que le secret de ce qui s'y dit. Bien sûr, il s'y dit des choses, on n'a pas besoin d'ébruiter, mais enfin encore ça, à la rigueur, mais c'est surtout le secret des assistants. C'est comme toujours dans les sociétés secrètes, c'est plutôt ça. Et plus loin, on dit ceci, et surtout, ne point faire connaître à vos familles, à vos amis et à vos voisins ce qui concerne la loge. Mais alors les rituels, eux, ils sont beaucoup plus formels, et il y a véritablement une formule de serment. Il y a un serment de secret et un serment assorti de punitions qui restent dans le vague, mais qui sont très, très menaçantes. Et puis alors il y a dans les constitutions d'Anderson un énorme paragraphe d'entraide, mais qui consiste surtout à aider de préférence les frères maçons qui sont dans la nécessité. Il faut les aider. Et alors, évidemment, on peut considérer que c'est le début du pacte de fraternité qu'on a reproché aux maçons. Et là, je ferai remarquer que si, dans un sens, les jésuites ont été un petit peu imprudents,
dans un autre sens, ils ont été parmi les premiers à bien noter ce qui faisait la nocivité des loges, à savoir le secret, l'obéissance à des supérieurs inconnus et le pacte de fraternité. Parce que le pacte de fraternité est assez délictueux d'après les canons de l'Église. Je ne m'en étais pas bien aperçu, mais enfin, il ne faut pas que le pacte de fraternité dépasse un certain degré de sévérité, sinon c'est délictueux, n'est-ce pas? C'est un pacte comme les pactes que peuvent faire les gangsters entre eux. Enfin, le pacte de fraternité a été parmi les choses qu'on a reprochées. En tous les cas, le père Deschamps, qui était jésuite, dans son traité sur les sociétés secrètes, le fait remarquer, et il donne des citations, et il dit que c'est répréhensible. Alors, les conclusions des constitutions d'Anderson, elles ne contiennent pas tout ce que va devenir par la suite la franc-maçonnerie, mais elles doivent être considérées comme un texte de transition entre la maçonnerie opérative et la maçonnerie spéculative. Alors par la suite, on y a pas mal rajouté, mais elles contiennent déjà l'essentiel. Elles résument les rôles de charge et elles incorporent des notions rosicrucielles et protestantes, et en particulier la notion très importante de religion universelle. Alors tout n'y est pas, mais il y a tout de même l'essentiel. Tout n'y est pas parce que, par la suite, surtout dans la constitution des grades au-dessus des trois premiers, pas au-dessus de la maçonnerie bleue, dans cette constitution des grades, on va puiser à des sources comme la source rosicrucienne, à d'autres sources mystiques, à des sources comme ça. Mais enfin, déjà, on a une société qui est non seulement une société de pensée, non seulement une société philosophique, mais qui devient une société initiatique. On a une société initiatique, non pas tellement du fait des constitutions d'Anderson, mais du fait des rituels des trois premiers grades qui vont être élaborés à partir de ce moment-là pour faire fonctionner la maçonnerie symbolique, c'est-à-dire la maçonnerie bleue. Alors on dit, pour la petite histoire, qu'à la fin de sa vie, je ne sais pas si c'était la récompense de ses travaux, Théophile Desaguliers avait perdu la raison, et son biographe dit que, c'est d'ailleurs un maçon qui s'appelle Feller, dit qu'à la fin de sa vie, Desaguliers s'habillait en clown et en arlequin. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est son biographe. Alors, il faut dire un mot de la création des premières obédiences. Les obédiences, ça va être une des grosses affaires de la franc-maçonnerie. Nous verrons qu'il y a beaucoup de maçons qui préféraient qu'il n'y ait pas d'obédience, qu'il n'y ait que des maçons libres dans des loges libres. C'est d'ailleurs le cas d'un maçon que pas loin d'ici, de Laval, je crois que c'est à Laval qu'il était, Marius Lepage, et qui était favorable à ça. Lui, il voulait le maçon libre dans la loge libre, il pensait qu'on en aurait eu beaucoup plus de liberté, naturellement. Il pensait que c'était ça qu'il fallait faire, il ne fallait pas créer les obédiences. Alors, d'autres leur ont répondu qu'on ne pouvait pas avoir d'action sur le public sans qu'on ait une orchestration. Et je crois que c'est eux qui ont raison. Comme ils voulaient avoir l'action sur le public, il fallait bien qu'ils s'organisent d'une façon en se centralisant. Enfin donc, bref, il y a eu des obédiences. Alors, la Grande Loge de Londres a tout de suite fonctionné comme patronne d'obédience. Et elle a créé une obédience. Elle ne voulait pas que rien de maçonnique ne se fasse en dehors d'elle. Or, justement, cette réunion, cette transformation qu'elle avait faite de la maçonnerie opérative en maçonnerie spéculative, cette transformation s'était faite également spontanément à York et à Édimbourg. Ça s'était fait d'une manière moins spectaculaire, c'est-à-dire que c'est une seule et même loge qui avait été transformée, de telle sorte que ça n'avait pas donné lieu à la constitution d'une grande loge. Alors hiérarchiquement, la Grande Loge d'Angleterre avait ceci pour elle qu'elle résultait de la réunion de 4 loges. Et par conséquent, elle était grande loge. C'est un petit peu la différence qu'il y a entre les cafés et les grands cafés, si vous voulez. Alors donc, il y avait déjà, à York et à Édimbourg, il y avait déjà dans les loges opératives, il y avait déjà des maçons qu'on appelait des maçons acceptés, et qui ont réussi à transformer les loges opératives en loges spéculatives. Mais ils n'ont pas eu de préséance. Et c'est sur cette préséance que Desaguliers et Anderson ont joué pour faire accepter les prérogatives de la Grande Loge de Londres comme créatrice d'une obédience.
Alors, nous en arrivons donc en 1738, il y a alors le remaniement des constitutions. Alors là, ça a été remanié dans un sens, non pas libéral, mais au contraire dans un sens anglican. Et on a statué sur l'importance de la croyance dans la religion de la Bible. Alors là, ils ne se sont plus contentés de la religion, ils ont organisé le serment sur la Bible, et c'est bien la Bible qu'ils ont choisie. Et c'est assez curieux parce que là, on va voir arriver dans la Constitution elle-même un terme qui vient de la juiverie. Pour la première fois, on va voir des influences nettement juives. En ceci, voilà le remaniement qui a été fait concernant la religion que doivent pratiquer les francs-maçons. Voici le remaniement. Je lis le texte. Bien que dans les temps anciens, les maçons fussent obligés de se soumettre aux usages chrétiens de chaque pays, ils sont maintenant obligés de se conformer à la morale comme un vrai noachide. Alors là, je pense que ça doit être une influence juive parce que le noachisme, c'est la religion que préconisent les juifs pour les gens, pour les goïms, pour les gentils. Eux, naturellement, continuent à pratiquer la religion de Moïse et la religion d'Abraham, mais pour les gentils, ils veulent une espèce de monothéisme noachide. Voyez-vous, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu une révélation divine au moment de Noé, ce qu'on appelle les 7 préceptes noachides, ou les 5, je ne me rappelle plus s'il y en a 5 ou 7. Enfin, les préceptes noachides, à la sortie de l'arche, Dieu est apparu et a fait une véritable révélation à Noé. Et alors, les Juifs voudraient que les gentils fonctionnent là-dessus. Et ils essaient de les rassembler sur un noachisme. Et alors, on voit apparaître ça dans les constitutions d'Anderson. Alors, de telle sorte que la religion universelle prend, avec les nouvelles constitutions de 1938, une allure plus biblique, plus noachide, se conformant ainsi à l'idéal rabbinique. Voilà donc la maçonnerie créée, n'est-ce pas? Les premières loges anglaises et écossaises commencent déjà à demander leur affiliation à la Grande Loge de Londres. La croissance de la maçonnerie est extraordinairement rapide. Car Desaguliers, Georges Pain et Anderson ont eu une habileté, à l'instigation de Desaguliers, d'ailleurs qui était le plus futé de tous, c'est de confier la grande maîtrise à des grands aristocrates anglais. Et alors là, ça a été un engouement extraordinaire. Desaguliers a d'abord tenu la grande maîtrise jusqu'en 1742, mais après il l'a confiée au duc de Montague, puis au duc de Norfolk, puis au duc de Richmond. Il n'y avait encore à cette époque dans la franc-maçonnerie anglaise que les 3 premiers grades opératifs, l'apprenti, compagnon et maître. Puis alors Desaguliers avait créé un grade de surveillant qui ne lui a pas d'ailleurs survécu, elle a été modifiée tout de suite, enfin le grade existe, mais il a pris un autre nom. Alors ce n'était déjà plus la maçonnerie symbolique, puisque c'était plus opératif, c'était rajouté. Alors on rajoutait ce qu'on voulait, mais c'était plus vraiment la filière opérative primitive. Pour bien comprendre l'évolution postérieure de la franc-maçonnerie anglaise, et même européenne, il faut en arriver à un certain nombre de considérations historiques, mais ça, ces considérations historiques, figurez-vous que je les ai fait sauter parce qu'elles nous auraient amené beaucoup trop loin, et puis ça nous aurait fait perdre notre temps, et c'est pas la peine, puisqu'on fait l'histoire de la maçonnerie, de faire l'histoire de l'Angleterre, vous comprenez. Et alors, on va continuer avec l'histoire de la franc-maçonnerie écossaise. Le phénomène de transformation de la franc-maçonnerie opérative en franc-maçonnerie spéculative ne s'est pas produit uniquement à Londres, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il y avait des francs-maçons acceptés qui ont fait régner un esprit rosicrucien, mais qui ont également introduit des rivalités entre Londres et cet esprit rosicrucien. Londres qui était plus ex-opératif, et l'esprit écossais d'Édimbourg, et qui était un esprit plus chevaleresque, qui se ressentait des désirs
d'abord vague, mais ensuite très précis, d'utiliser la franc-maçonnerie pour restaurer les stuarts. Et le grand ouvrier, ça a été le chevalier Michel de Ramsay. Alors, une toute petite biographie de Ramsay d'abord. Il était né en Écosse en 1685, vous voyez, c'était des derniers temps du XVIIe siècle. Il avait 38 ans à l'époque de la publication des Constitutions d'Anderson. Et alors, il avait été, pendant longtemps, il était passé en France, où il devint l'élève de Fénelon, dont il a conservé une marque absolument indélébile. Alors, Fénelon l'avait converti, il était protestant d'abord, Fénelon l'avait converti, mais à son catholicisme à lui, c'est-à-dire un catholicisme quiétiste, charismatique et surtout très utopique. Et Ramsay fut le secrétaire de Madame Guillon, tout simplement. Il avait été le précepteur des enfants de Bouillon, les enfants de Turenne, et puis le précepteur de Charles-Édouard, qui était justement le prétendant stuartiste, le prétendant des Stuarts. Et en 1728, il retourna en Angleterre avec le projet de fonder une maçonnerie nouvelle, une maçonnerie alors d'orientation catholique dont il se serait servi pour le rétablissement des Stuarts. Et alors, ce Ramsay était très catholique, bruyamment, ardemment, et il était aussi bruyamment papiste. Et il pensait raisonnable, il pensait possible de convertir par des raisonnements, de convertir l'athée en déiste, le déiste en chrétien, et le chrétien en catholique. Il avait une grande ardeur prosélytique, il se faisait un peu des illusions. Et en 1736, il prononça le fameux discours de Ramsay, auquel tous les maçons se réfèrent quand ils veulent introduire des choses plus chevaleresques dans la franc-maçonnerie. Et c'est de ce discours de Ramsay qu'on s'est inspiré toutes les fois qu'on a voulu restaurer des souvenirs templiers. C'est lui qui est à l'origine de la maçonnerie templière, ce Ramsay. Alors il a introduit une notion qui n'est plus opérative des maçons d'autrefois, mais qui est une maçonnerie de style templier. Et alors à ce sujet-là, je voudrais vous faire un parallèle. Voyez, les maçons se sont pervertis, sont devenus spéculatifs au moment où ce métier de maçon a été exercé par des gens qui n'étaient pas des professionnels et qui sont devenus des maçons d'honneur, des maçons donc spéculatifs acceptés. Eh bien, un phénomène analogue s'était produit avec la chevalerie, quand on avait associé aux ordres de chevalerie des gens qui ne pratiquaient pas le métier des armes. Et c'était ceux qui étaient devenus les bacheliers, c'est-à-dire les bas chevaliers. Il y avait eu donc une perversion là. Et ces deux perversions, maçonniques d'un côté et chevaleresques de l'autre, se sont retrouvées dans les rangs de la franc-maçonnerie et les rangs des loges. C'est assez curieux de voir que ces deux déviations se sont finalement réunies. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une bonne chose que soient nommés chevaliers des gens qui ne pratiquent pas le métier des armes. Chacun son métier, n'est-ce pas? C'est comme les prêtres qui veulent être trop militaires, ça ne va pas, ça. Il faut être l'un ou l'autre. Et bien, là, on a eu une perversion. Et, enfin, je ne veux pas me lancer dans des digressions trop grandes, et puis surtout dans des généralités qui, finalement, ne sont pas très concrètes. Alors, le discours de Ramsay, il faut tout de même l'étudier un peu. Je cite quelques-unes de ses phrases. « Le monde entier est une grande république. » Alors, je trouve que pour un papiste et pour un royaliste, c'est tout de même un peu rigolo de commencer son discours comme ça. Le monde entier est une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. Nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces, d'une humeur égale, par de grands principes de vertu, de science et de religion, où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides et où les sujets de tous les royaumes, etc., enfin, une grande déclaration d'utopie comme ça, de réunion de tout le monde en un seul machin qui marcherait bien parce que ça serait un grand truc où tout le monde serait d'accord. C'est tout à fait l'utopie à la manière de Télémaque et de Fénelon. Venait ensuite une partie rituelique, n'est-ce pas, où Ramsay prétendait détacher le nouvel ordre maçonnique
de la filière opérative. Alors ça c'est très important, et le rattacher à la filière chevaleresque. Et il disait ceci: le nom de maçon ne doit pas être pris dans un sens littéral, grossier et matériel, tout comme si les fondateurs de nos institutions avaient été de simples ouvriers en pierre. Quelque temps après, à la période des croisades, oui, parce qu'il fait un historique, alors je fais des points de suspension, quelque temps après, à la période des croisades, notre ordre s'unit intimement avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Alors il rattache tout ça aux chevaliers templiers, n'est-ce pas, de Saint-Jean de Jérusalem. Et alors Ramsay veut donc rattacher son ordre à la chevalerie et créer au-dessus des 3 grades symboliques ex-opératifs des grades chevaleresques. Et il en crée 3, lui aussi: écossais, novice et chevalier du temple. Écossais, novice et chevalier du temple, dont le rituel fait preuve d'un grand esprit comme ça, chevaleresque. Alors il retrace dans ces rituels, ces 3 rituels, la naissance de l'ordre du temple, son destin tragique, sa survie secrète, c'est un grand truc, ce que l'on va appeler plus tard la parole perdue qu'il s'agit de retrouver, sa survie secrète, ça c'est un truc qui vient de la Rose-Croix. Et puis alors la vengeance attirée des responsables de son martyre, la vengeance attirée du pape et du roi de France. Ça va être l'origine de tout cet esprit de vengeance anti-royaliste et anti... Voyez-vous à quel point ce Ramsay était utopique. Comment? Venger pourquoi? Venger la disparition de l'ordre du Temple, c'est-à-dire venger Jacques de Molay. C'est la vengeance de Jacques de Molay, cette vengeance de Jacques de Molay, qu'on va voir reparaître dans tous les grades maçonniques à partir du grade du 4e d'ailleurs. Ça va durer jusqu'à la fin. Alors vous voyez l'importance de Ramsay, qui est au moins égale à celle des Aguilliers et d'Anderson. Alors ce discours de Ramsay va être très important. Alors a-t-il lui-même effectivement fondé des loges? On s'interroge. Les historiens de la maçonnerie disent que non, d'autres disent que oui. Ce qu'il y a de certain, c'est que son discours a été extrêmement suivi et qu'on s'en est servi effectivement pour fonder des loges. Et alors, il y a des loges qui ont fonctionné comme ça et qui ont effectivement lutté en faveur des Stuarts, en particulier en France, à Dunkerque, et puis dans tout le nord de la France, où il y avait des émigrés anglais qui étaient là. Et il y en a un en particulier qui a fait partie d'une de ces loges, qui au début était royaliste, et c'est Robespierre. Robespierre a été initié dans une loge d'Arras, qui était une des anciennes loges de Ramsay. Ah, voyez où ça l'a conduit. Ah, voyez le caractère utopique de tous ces fondateurs de la franc-maçonnerie. Seulement alors, ça a créé une autre légende en sens inverse, cette fermentation papiste, là où soi-disant-elle. C'est que les jésuites ont été accusés d'avoir lancé Ramsay dans l'affaire pour torpiller la franc-maçonnerie et la transformer en une organisation chrétienne. Et cette légende de l'infiltration des jésuites dans les loges a duré très longtemps. Il y a même des bouquins, il y a des bibliothèques entières faites par des maçons pour démontrer que les jésuites avaient infiltré la franc-maçonnerie, que c'est eux qui étaient à l'origine de la etc. Et alors, eux ont retrouvé, en France d'ailleurs, l'équivalent des Old Charge et des Landmark, mais ça venait des confréries de maçons, des confréries religieuses de maçons, qui étaient des confréries chrétiennes, évidemment. Alors ils ont trouvé des tas de trucs catholiques là-dedans, ils ont dit, vous voyez, les maçons, les jésuites étaient à l'origine de tout ça. Alors ils ont fait une salade épouvantable. En réalité, je crois que les jésuites n'ont pas trempé du tout là-dedans. Seulement, il s'est trouvé que Ramsay a fait un faux calcul, quoi. En voulant se faire servir une société de pensée pareille, à rétablir, enfin, on dirait qu'il n'avait pas lu les constitutions d'Anderson. Enfin, il voulait faire quelque chose de plus puissant, mais c'était un peu un tête en l'air. Il ressemblait un peu, voyez-vous, à Lafayette. C'est un peu ce genre d'esprit-là, voyez-vous. Enfin, quand on arrive à la bataille de Culloden, après c'est fini, après 1746, la bataille de Culloden, quand les jacobites ont été vaincus, c'était fini, toutes ces histoires de rétablissement des Stuarts ont été terminées, mais on est resté avec les grades chevaleresques de Ramsay. Alors, Ramsay a donc créé ces 3 grades d'écossais, de novice et de chevalier du Temple.
Mais alors, il y a des gens plus zélés de son bord, n'est-ce pas, qui ont créé ce qu'on appelle les hauts grades. Parce que, justement, ces hauts grades, avec des noms ronflants, leur permettaient, dans les préséances mondaines, d'avoir des préséances maçonniques dans leurs intrigues politiques. C'était très important parce que la maçonnerie avait un caractère mondain considérable, avec tous ces grands, ces grands aristocrates anglais qui étaient là-dedans. Ça donnait une ambiance tout à fait mondaine. Alors ils avaient donc créé des hauts grades comme ça. Et après la défaite militaire de Culloden, donc, l'orientation catholique a été complètement oubliée, et on en est resté avec une maçonnerie de Ramsay, qui avait donc, avec une maçonnerie en général, n'est-ce pas, qui avait donc 3 séries de grades, les grades symboliques de la maçonnerie bleue, les grades chevaleresques de Ramsay, qui étaient au nombre de 3, et les hauts grades de l'écossisme, qui avait été fondé par un zèle excessif des intrigants écossais. Alors on va donc se trouver avec une organisation relativement complexe. Et alors tout ça, après la bataille de Culloden, qui a abouti à une grande déception de tous ces royalistes-là, tout le monde s'est affilié à la Grande Loge de Londres. Et finalement, toutes ces loges-là, qui avaient été primitivement indépendantes, qui avaient voulu reconquérir par la suite une indépendance, ont fini par revenir dans le giron de la Grande Loge de Londres, qui incontestablement était la mieux organisée, la plus réaliste, la plus empirique. Et parmi les notes de ce réalisme-là, on peut noter, n'est-ce pas, l'attachement aux rituels anciens, ex-opératifs, mais qui donnaient un aplomb à cette société, un aplomb incontestable. Eh bien, on va arrêter là, et puis nous reprendrons après. On va voir maintenant, dans un nouveau paragraphe, le transfert des loges d'Angleterre en France. La première constatation importante qu'on en doit faire, c'est que les loges françaises sont d'importation anglaise. Il n'a pas été fait en France de loges à partir des organisations professionnelles de maçons opératifs, comme ça avait été le cas en Angleterre. Les premières loges françaises sont apparues dans les ports qui étaient fréquentés par les Anglais, comme par exemple à Bordeaux et à Dunkerque. Et sont apparues à Paris, naturellement, parce qu'il y a toujours des étrangers à Paris. Cette extension de la franc-maçonnerie en France présente 3 caractéristiques importantes qui suffisent à la dépeindre. D'abord, l'extension a été extrêmement rapide et a fait l'objet d'un véritable engouement, un engouement subite. Les toutes premières loges étaient des succursales de la Grande Loge anglaise. Dès 1738, c'est-à-dire après la dernière rédaction des constitutions d'Anderson, les maçons français des loges d'origine anglaise s'émancipèrent de la tutelle de la Grande Loge de Londres, qui avait été pourtant leur fondatrice. Et ils installèrent le duc d'Antin, qui était grand maître à ce moment-là, comme grand maître général et perpétuel des maçons du royaume de France. C'était une émancipation vis-à-vis de la loge de Londres. Cette émancipation a pu se réparer par la suite, mais elle ne s'est jamais complètement résorbée. Mais le Grand Orient, actuellement, est en disgrâce avec la Grande Loge de Londres. En quelques années, et déjà, voyez-vous, nous sommes en 1838, là, au moment de l'émancipation du duc d'Antin, eh bien, en 1778, il y avait déjà 102 loges à Paris, et il y en avait 247 en province et aux colonies. Ça faisait tout de même un total de 349 loges. Mais 10 ans après, plus exactement 9 ans après, en 1787, il y aura 700 loges en tout, dans le territoire que je viens de vous dire, là, c'est-à-dire la France et la France d'outre-mer, ce qui fait un total de 70 000 initiés de tout grade. Ceci 2 ans avant la Révolution. C'est évidemment considérable, c'est beaucoup plus important que maintenant, où il faut compter une quarantaine de mille de francs-maçons, de toutes les obédiences. Donc, par conséquent,
une très grande rapidité, un engouement considérable. La deuxième caractéristique, c'est que les maîtres français, comme avant leur maître à penser anglais, ont confié les grandes maîtrises à des grands personnages de l'aristocratie française. Après le duc d'Antin, ça a été Louis de Bourbon-Condé, qui était le comte de Clermont, puis le duc de Chartres, qui est le futur Philippe Égalité. À leur exemple, tous les autres grands personnages du royaume se précipitèrent dans les loges. Et c'est d'ailleurs un des épisodes les plus lamentables de l'histoire de France, qui, à mon avis, est plus important qu'une grande défaite militaire, au moins aussi important qu'une grande défaite militaire, de voir ces puissants personnages qui étaient les soutiens du régime et qui étaient si attachants par certains côtés, que nous continuons à aimer bien, et qui se sont engouffrés dans les loges comme des écervelés, et sans aucun discernement des esprits. Il ne fallait pas être bien malin pour s'apercevoir où on mettait les pieds. Ils ont été en proie à un très grand aveuglement. Est-ce vraiment leur faute à eux? J'en sais rien. En tous les cas, à l'échelon provincial, l'engouement a été aussi important qu'à Paris, et ça a presque toujours été des grands aristocrates qui se sont mis à la tête de toutes ces loges, de ces 700 loges, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et sans oublier d'ailleurs les clercs, car il y a beaucoup de clercs plus ou moins dévoyés qui se sont lancés dans les loges. Il y a eu pas mal de bénédictins, chose étrange, parce qu'ils auraient dû être à l'abri avec leur liturgie, mais non. Ils sont assez fragiles finalement. Et il y en a un bénédictin d'Avignon, qui lui carrément, il a fondé un ordre. Il s'appelle les Illuminés d'Avignon. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin il s'est mis à la tête d'un ordre. Et d'ailleurs il a écrit des livres qui sont très intéressants, parce qu'évidemment il était très intelligent, comme tous ces clercs. Sinon il était aveuglé. Et la troisième caractéristique alors, c'est la réaction quasi immédiate de l'autorité royale et de l'autorité pontificale dans ses parties les plus responsables. Ça n'a pas été efficace, mais enfin, ça a existé. Et le préfet de police de Paris, en particulier, je crois qu'il s'appelait Lambert, je ne l'ai pas noté avant de partir, a tout de suite compris qu'il fallait essayer d'enrayer ce danger, qui était un très grand danger pour la couronne. Et ça les est ouvert aux grands personnages du royaume, bien entendu, au roi, au régent, au roi. Mais le roi l'avait compris, mais enfin, sans y attacher une énorme importance, c'était nouveau, vous comprenez. Il fallait quand même, un roi ne peut pas se fier à des documents, à des dossiers, il lui faut des choses concrètes. On comprend bien, quand on ne gouverne pas sur du papier, c'est certain. Mais enfin, on aurait dû les comprendre. Et alors, l'autorité romaine a été excessivement clairvoyante. Ça, c'est une époque où vraiment le magistère remplissait vraiment son rôle, et on ne peut que je n'ai pas noté les dates là, mais je crois bien que In Eminenti de Clément XII, c'est précisément de 1738, si mon souvenir est bon, c'est-à-dire l'époque de la dernière rédaction des constitutions d'Anderson. Ça n'a pas traîné. Tout de suite, ils ont compris. Et Providas, alors de Benoît XIV, répète un petit peu ce qu'avait dit In Eminenti, en y ajoutant d'ailleurs l'autorité du pape régnant, et puis alors des menaces manifestant des dangers que peut-être Clément XII n'avait pas encore vus. Enfin, c'est une aggravation encore de ce Providas, c'est une aggravation de In Eminenti. Les motifs donnés d'ailleurs ne sont pas énumérés d'une façon parfaite. Il faut attendre Léon XIII pour avoir une encyclique contre les francs-maçons avec tous les attendus nécessaires. Enfin, on ne pouvait pas demander à cette époque-là de connaître la nocivité effective des francs-maçons. Il fallait les juger par avance, ce qui était déjà difficile. Mais enfin, ils l'ont fait. Alors, je vais vous raconter un certain nombre d'épisodes folkloriques, parce que cette période de la maçonnerie fait les délices des historiens de la maçonnerie eux-mêmes, parce qu'évidemment, elle est fertile en quiproquos, en bagarres, en disputes, enfin, vous allez voir. Cette période qui va de 1738 à 1789, qui est le début de la Révolution. Alors, Louis de Bourbon-Condé, le comte de Clermont, avait donc été choisi comme grand maître, mais ça l'embêtait.
d'aller dans les réunions maçonniques. Il avait un certain flair, probablement. Alors il avait nommé un substitut qui n'était autre que son banquier, qui s'appelait Bore, B-A-U-R-E. Le banquier Bore était son substitut, alors c'est lui qui allait aux réunions, et il vendait les grades. Et alors il avait collé une anarchie extraordinaire dans les loges, parce qu'il vendait les grades à des gens qui n'étaient pas capables, qui n'étaient pas faits pour ça, et puis qui venaient pas pour faire un travail sérieux. Et tous ces vénérables de loges parisiennes devinrent pratiquement indépendants. Et l'obédience ne fonctionnait plus. Et la Grande Loge de Paris proclame son indépendance vis-à-vis de la Grande Loge de Londres, renouvelant l'acte un peu symbolique du duc d'Antin. Là, ça devient beaucoup plus sérieux. Et puis alors sur ce, dans les discussions avec la Grande Loge de Londres, le comte de Clermont, grand maître par conséquent, en titre, change de substitut, il remercie Bore, son banquier, et il prend son maître de ballet qui s'appelait La Corne. Alors, colère des francs-maçons gentilshommes, et Dieu sait s'il y en avait, indignés d'avoir à obéir à un roturier, comme La Corne, pensé, un maître de ballet, et ils ne répondent plus aux convocations, ils ne viennent plus. Alors voilà, les loges de Paris sont désertes. Alors sur ce, La Corne se met à initier, en foule et en masse, tout un tas de bourgeois qui étaient des coiffeurs, qui étaient je sais pas moi, des gens comme ça, enfin n'importe où, des artisans, qui sont venus dans les loges parisiennes pour les repeupler. Et tous ces gens-là, on les appelait les Lacornards. Alors l'affaire se complique du fait que, à ce moment-là, les disciples du chevalier Ramsay commençaient à fonder l'écossisme à Paris. Et alors, ils avaient fondé une grande loge souveraine qui s'appelait la Grande et souveraine loge écossaise de Saint-Jean de Jérusalem. Il faut toujours que ce soit des noms ronflants, bien entendu. Et qui avait fondé une espèce de comité d'exécutif qui s'appelait le Conseil des empereurs d'Orient et d'Occident. Rien que ça. Le Conseil des empereurs d'Orient et d'Occident, dépendant de la Grande Loge souveraine écossaise de Saint-Jean de Jérusalem. Alors, ces gens-là n'étaient pas contents, naturellement, de l'administration du comte de Clermont et du Grand Orient de Paris qui aurait dû fonctionner et qui ne fonctionnait pas à cause de la carence du comte de Clermont. Alors ils se sont alliés avec les Lacornards et un beau jour, ils ont constitué un commando et ils ont déboulé, comme disent les paras, en pleine fête du solstice de la Grande Loge rivale, c'est-à-dire de la Grande Loge de Plain. Alors là, il y a eu une empoignade extraordinaire, ils se sont arrachés leurs tabliers, leurs cordons, leurs perruques, tout ça a volé, il y a eu une bagarre. Alors, on pensait, si les historiens de la maçonnerie qui adorent ça, s'amusent à raconter des trucs comme ça, parce qu'ils aiment beaucoup faire cette espèce d'autocritique qui ne rime à rien, n'est-ce pas? Parce que c'est sur des détails, mais en réalité, ils sont tout à fait d'accord sur le fond. Enfin, ça, j'ai pris ça dans une histoire de la maçonnerie faite par un maçon. Et alors en 1771, le comte de Clermont meurt, et c'est le duc de Chartres qui est donc nommé à sa place comme grand maître du Grand Orient. Et alors là, le désordre était tel dans toute cette maçonnerie française qu'il faut réunir un convent, le convent de 1773. Il y a eu 15 séances, ils ont fait ça très sérieusement, ils ont réussi à rabibocher la Grande Loge de France, fondée en 1748 par le duc d'Antin et devenue le Grand Orient, avec la Grande Loge dissidente des Lacornards, et avec la Grande Loge écossaise qui venait d'être fondée par les disciples de Ramsay. Alors tout ça s'est réuni, et c'est devenu le Grand Orient, le duc de Chartres étant le grand maître du Grand Orient. Bon, c'est le premier grand maître du Grand Orient. Toute querelle paraît donc apaisée, mais voilà que les Lacornards, de nouveau, provoquent un schisme et créent une obédience rivale qui fonctionne jusqu'à la Révolution, mais qui n'a fonctionné que jusqu'à la Révolution, par conséquent, ce n'est pas très important. A noter que certaines loges écossaises, à ce moment-là, profitant de ce désordre, refusèrent de s'associer au Grand Orient et conservèrent leur indépendance maçonnique, qui leur est reconnue d'ailleurs par les instances maçonniques internationales. Ils conservèrent une indépendance réelle et réellement maçonnique jusqu'à la Révolution. Et alors, c'est alors qu'elles se regroupèrent pour former
une obédience vraiment indépendante du Grand Orient et qui s'est appelée le Suprême Conseil. Et le Suprême Conseil est à l'origine de la Grande Loge de France. Quand vous voyez Suprême Conseil, c'est Grande Loge de France. Quand vous voyez Grand Collège des Rites, c'est Grand Orient. Il y a une terminologie que nous expliquerons tout à l'heure. Entre 1773 et 1789, 1773 date de sa fondation, et 1789 début de la Révolution, le Grand Orient procéda à la codification des rituels. Alors ça, c'est une période extrêmement importante, la codification des rituels. Elle se réunissait à ce moment-là à la brasserie qui s'appelait le Pot de Fer, car elle n'était pas encore installée rue Cadet. Ils se sont installés rue Cadet, je crois que c'est pendant le Directoire. Enfin, ne le notez pas, je ne suis pas sûr. Alors là, il faut dire un mot des grands penseurs, des grands maîtres à penser de la franc-maçonnerie qui ont collaboré à cette codification des rituels, parce qu'ils se sont montrés des gens, on peut dire dans leur sens, assez géniaux. Ces rituels sont fabriqués vraiment à la perfection. Évidemment, c'est sur les abîmes d'en bas, mais en tous les cas, c'est bien intelligent. Il y avait donc le comte de Saint-Germain, il y avait Mesmer, M-E-S-M-E-R, Cagliostro, bien entendu, Martinez Pascalis, qui n'était pas un des moindres. Alors on dit quelquefois Martinez de Pascali, de ZY, mais enfin, la plupart du temps c'est Martinez Pascalis de ZIS. Villermoz de Lyon, qui est resté en correspondance pendant si longtemps avec Joseph de Maistre, ce qui n'est pas d'ailleurs pour faciliter la réhabilitation, si on peut dire, de Joseph de Maistre, parce qu'il a vraiment correspondu avec Villermoz pendant beaucoup trop longtemps, de telle sorte que maintenant, ce pauvre Joseph de Maistre, si intéressant soit-il, devient indéfendable devant les attaques que lui assène une société spéciale qui s'est montée pour ça et qui s'appelle la Société des études mestriennes et qui est basée à Chambéry. Chambéry, évidemment, puisque c'était la patrie de Joseph de Maistre, Chambéry-Annecy. Elle est basée à Chambéry. Et alors, évidemment, ce Joseph de Maistre est resté bien longtemps en correspondance avec ça. C'est très dommage, parce que c'est un doctrinaire réactionnaire qui serait très précieux, mais on ne peut pas l'utiliser sans des réserves, et ça, c'est un peu dommage. Il y a eu Lavater, il y a eu Cour de Géblin, il y a eu Gazotte, et puis alors, il y en a eu un qui était important aussi, très important même, qui s'appelle Claude de Saint-Martin, et à qui on doit ce qu'on appelle le martinisme. Le martinésisme étant dû, la théorie, le martinésisme étant le fruit des cogitations de Martinez Pascalis. Mais le martinésisme de Martinez Pascalis et le martinisme de Saint-Martin sont si proches que la plupart du temps on les confond. On les confond généralement parce qu'on ne sait pas bien les distinguer, mais c'est pas bien grave qu'on les confonde, c'est à peu près la même doctrine. Il y en a une qui est plus kabbalistique, plus juive, c'est celle de Martinez Pascalis. L'autre est plus rosicrucienne, mais enfin, par ça, c'est un peu la même chose. Alors, cette élaboration a été quasi définitive. Je dis bien quasi parce que, évidemment, après, il y a eu toujours des remaniements. Et alors, on y trouve tout ce qui fait partie de notre programme, c'est-à-dire du rosicrucianisme, de la Kabbale, de l'alchimie, de l'hermétisme, de la mystique templière, des déviés, dévoilés, et de la mystique du Graal. Voilà tout ce qu'on trouve là-dedans. Tout ça est rassemblé dans ces rituels qui sont très bien faits, très théâtraux, comme vous allez voir, mais enfin, qui ont un impact psychologique certainement considérable. Et puis aussi, il faut dire, une valeur mystique, de fausse mystique, également considérable. Alors, au milieu de cette fermentation, il y a eu des rites qui se sont créés parce qu'il y a des gens qui proposaient des rites qui n'étaient pas acceptés. Alors ils les ont érigés en obédience, ils ont créé des loges sur ces rites-là, et on a eu une série de ce qu'on appelle les arrière-loges, et c'est mal nommé parce qu'en réalité, ça devrait s'appeler des loges parallèles. Ce n'est pas du tout des arrière-loges. Seulement comme ce sont des loges un peu délaissées, un peu méconnues, et puis qui recrutent en général un personnel d'élite, on les appelle des arrière-loges assez improprement. Alors voici quelques-uns de ces rites, j'en ai noté que 4 parce que vraiment ce n'est pas la peine, il y en a eu d'autres. Il y a eu les philalettes, c'est-à-dire les amis de la vérité, société initiatique très occultiste, très orientée par Martinez Pascalis et par Swedenborg, qui est un mystique, ou plutôt un faux mystique suédois,
dont les écrits ont énormément influencé tout le XVIIIe siècle, mais il était du XVIIe siècle, lui. L'ordre des élus Cohen, c'est-à-dire des élus prêtres, Cohen voulant dire prêtre en juif, fondé par Martinez Pascalis lui-même, l'ordre des élus Cohen, l'ordre des illuminés d'Avignon dont nous venons de parler, par Dom Pernetti en 1776, qui n'a pas duré, ça a duré jusqu'à la Révolution, puis après ça s'est estompé. Et puis alors, toute une série de rites qui appartiennent à ce qu'on appelle la stricte observance et qui sont de la lignée du chevalier Ramsay, c'est-à-dire de la lignée néo-templière du chevalier Ramsay. Alors ces rites-là ont surtout eu leur succès en Allemagne. Les Allemands sont friands de ces ordres chevaleresques. Alors maintenant, il faut aborder un petit peu un espèce de sujet récapitulatif qui va être la disposition du temple maçonnique. Comment est-ce que se dispose un temple maçonnique, c'est-à-dire le local dans lequel vont se déployer toutes les pompes de l'initiation. D'abord, ces locaux s'appellent des loges quand ils sont des lieux de conférence, des lieux d'enseignement, des lieux de manifestation discursive, on pourrait dire. Et puis, ils prennent le nom de temple, et d'autres noms que nous allons voir d'ailleurs, quand ils sont le théâtre de la liturgie initiatique proprement dit. Alors là, la disposition change, la décoration change, et la loge devient un temple. Et elle est précédée d'un parvis. Le temple a la forme d'un rectangle dont le fond est semi-circulaire, avec une estrade surélevée, dans tout le fond semi-circulaire, pour le vénérable qui préside à la réunion. Et ce fond surélevé s'appelle l'Orient. Et normalement, il est orienté vers l'Orient, mais enfin, ce n'est pas toujours le cas. Et naturellement, la porte d'entrée qui est à l'opposé de l'Orient s'appelle l'Occident. Et puis il y a aussi le Nord et le Midi, qui vont abriter certaines choses différentes. Il y a une balustrade qui ferme le fond de l'Orient, il y a une porte d'entrée à l'Occident, et puis alors, de chaque côté de la porte d'entrée, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur du côté parvis, à l'intérieur, il y a deux colonnes qui sont creuses, dont le symbolisme, elles sont creuses par symbolisme, et elles sont bronzées. Et elles ont au-dessus d'elles, elles ne soutiennent rien, si ce n'est des grenades symboliques, des grenades entr'ouvertes. Et ces deux colonnes, qui sont très connues dans le monde maçonnique, s'appellent J et B, c'est-à-dire Jacquine, ou Joachim, quelquefois c'est Jacquine, quelquefois c'est Joachim, qui est la colonne de gauche, et la colonne de droite c'est B, c'est-à-dire Boaz. Alors, ça c'est la disposition du Grand Orient. Dans les rites écossais, c'est-à-dire le rite de la Grande Loge de France, les dispositions sont inversées, c'est-à-dire que c'est Boaz qui est à gauche, et c'est Jacquine qui est à droite. Alors voilà le symbolisme de l'origine de Jacquine et de Boaz. Jacquine est le troisième fils de Siméon, qui était lui-même fils de Jacob. Siméon, le patriarche Siméon. C'est la colonne qui représente l'élément masculin. Alors ça, ils sont très forts pour les histoires. Comme ça, ils sont épatants, les francs-maçons. B, le Boaz, naturellement. Boaz, alors c'est le père de David, et c'est-à-dire l'époux de Ruth. Lui, c'est l'élément féminin. Boaz, c'est l'élément féminin. Les deux colonnes sont creuses parce qu'elles contiennent la doctrine initiatique qui est incommunicable. Elle est incommunicable pour des raisons très simples. C'est qu'elle ne contient rien. Mais ça se verra très nettement quand on étudiera le mécanisme de l'initiation. Vous verrez pourquoi elle ne contient rien. Je ne veux pas m'avancer. Et pour le moment, nous en sommes, n'est-ce pas, aux colonnes, et elles sont terminées par des grenades. Alors les grenades symbolisent la nature génératrice d'un tas de choses cristallines, n'est-ce pas, magnifiques, qui nourrissent les gens. Enfin, c'est la nature en train de s'épanouir, et la nature qui nourrit ses enfants. La couleur des murs est bleue, tout au moins dans les trois grades symboliques, c'est-à-dire symboliques de la maçonnerie opérative ancienne. Les trois grades d'apprenti, compagnon et maître qui forment ce qu'on appelle la maçonnerie symbolique ou maçonnerie de Saint-Jean. Et puis alors tout autour du temple, à la hauteur des corniches, il y a ce qu'on appelle la chaîne d'union. C'est une corde à nœuds qui est ou peinte ou sculptée, ou alors en stuc, en relief,
qui symbolise eh bien, l'union maçonnique, qui symbolise le pacte de fraternité dont nous avons parlé ce matin. Le plafond est bleu azuré avec des étoiles, et il s'appelle le plafond, il s'appelle la voûte, même s'il n'a pas la forme d'une voûte. Et alors on y figure à l'Orient le soleil et à l'Occident la lune. La loge ne doit pas avoir de fenêtre. Alors ça, c'est le symbolisme du secret. Il n'y a pas de fenêtre parce que c'est secret. Et puis il n'y a pas de fenêtre parce qu'il n'y avait pas de fenêtre non plus dans la crypte de Christian Rosenkreuz, qui est un des maîtres mythiques d'ailleurs, parce que lui c'est un personnage tout à fait mythique. Enfin on se rapporte beaucoup aux noces chimiques de Christian Rosenkreuz, qui sont un des manifestes de la Rose-Croix, n'est-ce pas, comme nous allons voir ça un de ces jours. Et son tombeau n'avait pas de fenêtre. Par conséquent, ils se sont reportés à ces choses-là et ils ont fait des loges sans fenêtre. Le fauteuil du Vénérable est donc à l'Orient, il est surélevé au fond, et devant lui, le Vénérable a un grand plateau rectangulaire, s'appelle d'ailleurs le plateau, qui est en réalité une sorte d'autel et qui est soutenu par un trépied qui est vraiment un trépied à trois panneaux de boiserie qui sont sculptés, qui sont en forme pas de triangle mais l'inverse, ils convergent vers le centre, n'est-ce pas, et ils soutiennent donc ce grand panneau rectangulaire sur lequel on trouve un chandelier à trois branches, un maillet qui sert à marteler les phases, n'est-ce pas, de la cérémonie. Il y a une épée, il y a une équerre, et il y a les constitutions de la maçonnerie, c'est-à-dire les constitutions d'Anderson. Et puis alors, dans le fond de l'Orient, il y a en lettres, ce sont les initiales seulement, à la gloire du grand architecte de l'univers. Alors, en maçonnerie, on met l'initiale du mot, puis 3 points. Mais on met même 3 points à côté des articles, de telle sorte que même le L apostrophe a 3 points. Alors, à la gloire du grand architecte de l'univers, ça s'écrit comme ça: A 3 points, L 3 points, G 3 points, D 3 points, G 3 points, A 3 points, D 3 points, L 3 points et U 3 points. Voyez-vous, ça fait 9 lettres avec 3 points à chaque fois. Ils mettent même les 3 points à l'article, ce que nous ne faisons pas en temps ordinaire. D'ordinaire, on élimine l'article. Alors, la tribune de l'orateur est à la gauche du Vénérable. Et puis alors, à la droite, en face, il y a la table du secrétaire. Et puis alors, sur le côté, c'est-à-dire au nord et au midi, il y a ce que l'on appelle les colonnes, c'est-à-dire des gradins pour les notabilités, et puis pour les assistants, c'est-à-dire pour les apprentis, les compagnons et les maîtres qui ne sont pas officiers, qui ne fonctionnent pas par conséquent, et qui sont là pour attendre, pour entendre et pour assister. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah oui, il y a un trépied pour contenir du charbon allumé, parce que dans les cérémonies, il y a souvent besoin de feu, d'encens, et alors on vient chercher ce feu et cet encens dans les charbons allumés de ce trépied, qui se met un peu n'importe où, enfin ça dépend des rites, des loges, etc., des traditions. Alors c'est les fameuses banquettes dont je vous parle, là c'est donc au nord et au midi pour les apprentis. Alors les apprentis sont au nord en général, les compagnons au midi, et les maîtres, eux, peuvent se mettre indifféremment au nord et au midi. Et puis alors au-dessus du Vénérable, en ornementation, il y a un triangle lumineux avec un œil. Alors l'œil est censé fixer le mal pour le vaincre. Il y a un dallage en grandes dalles, qui sont souvent des dalles en plastique d'ailleurs, noir et blanc, pour symboliser l'union des contraires. Parce que la maçonnerie réunit les contraires, c'est une de ses grandes ambitions métaphysiques d'ailleurs. La coincidentia oppositorum. La chaîne d'union, j'en ai parlé. Et alors, les officiers qui ont des rôles liturgiques portent ce qu'on appelle des bijoux maçonniques, qui sont le plus souvent des bijoux qu'ils portent en sautoir. Le sautoir étant un grand cordon plat, un grand ruban plat, très, très rigide, en noir, n'est-ce pas, qui se termine par un bijou. Alors le bijou du Vénérable, c'est l'équerre, celui du surveillant, c'est le niveau, celui du deuxième surveillant, c'est la perpendiculaire, celui de l'orateur, c'est le livre ouvert, celui du secrétaire, ce sont 2 plumes
alterner. Celui du maître de cérémonie, c'est un glaive, ça ne plaisante pas. L'hospitalier a maintenant une bourse. Le trésorier a 2 clés en sautoir, lui aussi. Le frère couvreur, c'est-à-dire celui qui est chargé de s'assurer de l'identité des assistants. On l'appelle aussi le frère tuileur. Ben, celui-là, son bijou, c'est un œil dans un nuage. L'archiviste, il a une épée sur un rouleau de manuscrits. Une épée parce que probablement, il doit être dans le symbolisme de son rôle de bien surveiller les archives. Alors voilà pour les... Alors ces officiers doivent être des maîtres d'ailleurs. Dans une loge normale de la maçonnerie bleue, ce sont des maîtres. Seulement il y a quelquefois des loges qui ne sont pas complètes et qu'on appelle des ateliers. Et alors là, les rôles sont tenus quelquefois par des compagnons, mais ça s'appelle des ateliers, ce n'est pas des loges absolument en pied, si vous voulez. C'est des succursales parce qu'il y a des villes où il y a des quartiers excentriques où on est obligé de créer des ateliers. Bon. Les diverses cérémonies sont des cérémonies d'initiation, bien entendu. Il y a l'inauguration des temples, qui s'appelle l'introduction des lumières de la part de Maître Hiram, ça s'appelle comme ça, l'inauguration d'un temple, l'introduction des lumières de la part de Maître Hiram. Il y a l'adoption des louveteaux dans les loges, parce que chaque loge a ce qu'on appelle une loge d'adoption pour les épouses et les enfants des francs-maçons. Alors là, il y a des femmes, tandis que dans les loges proprement dites, il n'y a pas de femmes, sauf dans un rite spécial que nous verrons tout à l'heure, qui s'appelle le droit humain, et dans lequel il n'y a que des femmes. Alors dans les loges d'adoption, il y a les femmes et il y a les louveteaux, pour lesquels il y a un rite d'adoption. Il y a les mariages maçonniques qui se font en loge également, il y a les funérailles, c'est-à-dire on en parlait ce matin à la lecture, les funérailles maçonniques, il y a l'ouverture des travaux qui est un rite spécial, et la fermeture des travaux qui est un rite toujours le même. Et puis alors, il y a les différentes tenues. Il y a les tenues blanches fermées quand la loge reçoit un visiteur qui est lui-même franc-maçon. Alors seuls des francs-maçons assistent à cette réunion-là. Il y a les tenues blanches ordinaires qui ne sont pas fermées, et là on invite un peu n'importe qui, la loge devient une salle de conférence. Enfin, ça porte quand même quelquefois le nom de tenue blanche. Et puis il y a les tenues maillées battant. Alors là, quand vous voyez qu'un personnage a été reçu dans une loge maillée battant, c'est qu'il est franc-maçon. C'est arrivé un jour, le père Riquet a été reçu à la loge de Laval maillé battant. Alors ce n'était pas la peine de demander des explications, c'est qu'il était franc-maçon. Sinon on ne l'aurait pas reçu maillé battant. Parce que le maillet chez eux c'est la grande arme, c'est le grand machin. Alors il y a des abréviations dont je vous ai parlé, il y en a des très drôles. Par exemple, n'oubliez pas vos décors maçonniques. C'est N 3 points, O 3 points, P 3 points, V 3 points, D 3 points, M 3 points. N'oubliez pas vos décors maçonniques. Et puis alors il y en a une, je ne vous le dirai pas, c'est un petit peu long. Nous vous saluons par tous les nombres qui vous sont connus. C'est une espèce de formule de politesse. Nous vous saluons par tous les nombres qui vous sont connus. Alors il y a une ribambelle de lettres avec des 3 points. Bon. Alors nous vous saluons par tous les nombres qui vous sont connus. Enfin, c'est quand même drôle. Ça prouve qu'il y a des nombres qui ne lui sont pas connus au type auquel on s'adresse. Qu'on lui révélera par la suite. Alors vous voyez, si c'est tout ça, c'est très futé, n'est-ce pas? Il y a toujours des sous-entendus. Le calendrier maçonnique, c'est un calendrier juif. Ce sont les mois, sont les mois juifs. Et les noms sont les 800, etc. L'ère maçonnique, c'est l'ère chrétienne plus 4000. Mais alors, l'année commence le 1er mars. De telle sorte que le dernier mois de l'année, c'est février. De telle sorte que le 15 février 1947, c'était en réalité en 5946 de l'année maçonnique, puisque c'était une année avant. Au lieu de se terminer par 47, ça se terminait par 46, puisque ça sautait l'année d'avant. Alors, un petit peu de vocabulaire maçonnique. Tuiler, c'est interroger être tuilé, c'est être interrogé par le tuileur, c'est-à-dire celui qui s'informe de votre identité. Et le vénérable de chaque loge ne commence les travaux que quand il peut dire « le temple est couvert ». Et le temple est couvert quand on s'est assuré qu'aucun profane ne s'était introduit dans la loge. Alors, un petit peu de terminologie encore pour terminer ma page, là. Donc, le Suprême Conseil, c'est une instance de la Grande Loge de France, c'est un conseil qui administre les rites supérieurs au 3e degré.
Le Collège des rites et le Conseil de l'ordre, ça, ce sont des organismes du Grand Orient. Planche, eh bien, c'est une expression qui vient des maçons opératifs. Quand ils avaient des discours à prononcer, ces braves maçons, eh bien, ils se faisaient des espèces de pense-bêtes et ils ramassaient une planche, et puis ils se faisaient un topo. Alors on disait à un type, méfie-toi, tu n'as pas ta planche, tu vas bafouiller. Alors ils prenaient leur planche. Alors plancher, maintenant, c'est devenu, et nous... et eux, ils disent, ben, j'ai une planche à préparer pour mercredi, je ne peux pas vous recevoir, je suis très occupé, j'ai une planche à préparer, ils le disent vraiment bien. Le plateau aussi, ils parlent beaucoup du plateau, c'est l'hôtel du vénérable, enfin ça c'est plus technique. J'ai essayé de faire l'inventaire des revues maçonniques qui sont accessibles, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et c'est très difficile, celles qui sont accessibles, il y a le Monde maçonnique, qui a été créé enfin, le Monde maçonnique a cessé de paraître en 1886, mais si vous tombez sur des numéros, il est extrêmement important. Le Monde maçonnique. Il y a les annales maçonniques universelles, qui continuent à paraître, qui sont introuvables, même à la Bibliothèque nationale, il faut être franc-maçon. Il y a le point de vue initiatique de la Grande Loge de France, qu'on arrive à trouver, avec des Russes de Sioux, mais on arrive à se le faire donner dans certaines bibliothèques municipales. Par exemple, Plon-Cardassac le lit régulièrement à la Bibliothèque nationale. Mais enfin, lui, il a des entrées à la Bibliothèque nationale. Il peut arriver à le coincer. Et puis alors, il y a des travaux, il y a l'humanisme que l'on peut se procurer dans les kiosques. Alors là, c'est très bien, c'est la revue extérieure du Grand Orient, humanisme. C'est pas très cher, c'est un peu du baratin maçonnique de grande diffusion républicaine, laïque, publique et obligatoire. C'est très barbant, mais il y a quand même des perles qu'il faudrait pouvoir suivre, c'est intéressant évidemment. Puis il y a une chose qu'on peut se procurer dans les bibliothèques, parce qu'il paraît que il paraît que 2 numéros par an. Alors là, c'est un gros pavé à chaque coup, et ça s'appelle Les travaux de Villers de Honnecourt. Et Villers de Honnecourt, c'est tout simplement un des architectes de Notre-Dame de Paris. Et alors les gens de la Grande Loge de France l'ont pris comme ancêtre. Et ils en ont fait un franc-maçon, ils l'ont initié à titre posthume. Mais ça ne veut pas du tout dire que ce type-là était franc-maçon. Seulement, alors évidemment, il a eu une manière d'écrire sur le symbolisme religieux de Notre-Dame de Paris, puis des cathédrales en général. Mais ça ne veut pas dire que ce soit maçonnique. C'est du symbolisme chrétien. Alors là, le symbolisme chrétien demande une précision dès maintenant. Nous avons beaucoup abandonné notre propre symbolisme, de telle sorte que les francs-maçons s'en sont emparés et qu'ils en ont fait leur chose à eux. Et là, quand on parle de symbolisme maintenant, on ne peut plus passer un mot, parce que c'est les francs-maçons qui vous bouclent la bouche, n'est-ce pas? Et ils ont des revues nombreuses qui s'appellent Le symbolisme de ceci, le symbolisme de ça. Il y a même une revue entière qui s'appelle Le symbolisme. Il y a une revue qui s'occupe énormément de symbolisme, qui est la revue Atlantis. Mais bien souvent, dans ces revues-là, on exprime un symbolisme qui est religieux. Seulement, alors le symbolisme chrétien diffère du symbolisme maçonnique en ceci, que le symbolisme maçonnique, il est ouvert. Ils disent bien, nous professons un symbolisme ouvert. Ça veut dire un symbolisme qui n'a pas de clé. Ça veut dire un symbolisme dans lequel les différents symboles de la création, n'est-ce pas, sont auto-signifiants. C'est-à-dire que par le symbolisme ouvert, la création se signifie elle-même. Elle est à elle-même son propre sens. Il est auto-signifiant, il est ouvert. C'est-à-dire que, finalement, avec ce système-là, quand vous ouvrez un dictionnaire de symbolisme, comme un existant, le Chevalier, etc., en 2 tomes, que vous y cherchiez n'importe quel mot, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Moi, j'ai fait l'expérience de chercher les 4 animaux pas de l'Apocalypse, mais de la vision d'Ézéchiel, c'est-à-dire les 4 animaux des évangélistes, n'est-ce pas? Le lion, le taureau, l'aigle et l'ange, et l'homme. Tous ces machins, ça veut dire la même chose. Il y a 4 pages de laïus à chaque coup, mais vous n'en tirez aucun enseignement, seulement vous en tirez une espèce de ronron, de ronflement verbal, qui fait plaisir parce que c'est beau, mais c'est tout. Mais c'est pas du tout nourrissant. Tandis que le symbolisme chrétien, lui, c'est un symbolisme à clé. Parce que la clé de l'univers, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, ça donne un sens à tout. Et il faut que les choses se rapportent à notre Seigneur Jésus-Christ, de près ou de loin, mais il faut que ça se rapporte à lui. C'est un symbolisme qui est orienté, qui est hiérarchisé, qui est ordonné. Et il y a même plus, en ce sens que la clé, n'est-ce pas,
et comme elle est définie, la clé c'est la clé de David, et bien la clé, elle ouvre et personne ne ferme, elle ferme et personne n'ouvre. Alors il ne suffit pas qu'une clé ouvre le ciel, il faut aussi qu'elle ferme l'enfer. Et alors bien souvent, il y a des maçons qui singent la religion chrétienne maintenant et qui essaient de pénétrer ce symbolisme-là, et qui arrivent eux aussi à avoir une clé qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais un autre Seigneur Jésus-Christ qui ne ferme pas l'enfer. Alors ça, évidemment, ce sont des considérations symboliques que votre ordre devrait beaucoup étudier maintenant, parce que c'est excessivement important. On a besoin de gens qui s'occupent de ça, parce que tout le monde est en train de perdre les pédales en matière de symbolisme. C'est pourtant très simple. Mais enfin, il faudrait étudier ces choses-là. Alors, moi, je donne un petit peu comme un observateur de l'extérieur, n'est-ce pas, qui ressent un besoin. Mais je ne prétends pas du tout légiférer en matière de symbolisme. Enfin, je vous donne ça, puisqu'on était sur cette question du symbolisme. Alors là, il faudrait étudier, mais je vais être obligé de le faire très vite, les différents grades de la franc-maçonnerie. Leur rituel, c'est extrêmement important. Parce que les maçons sont éduqués évidemment par les conférences qu'on leur fait, par les éditoriaux qu'ils lisent, par les conversations qu'ils ont avec différents francs-maçons sur la science, sur tout un tas de trucs, sur la philosophie, les religions, tout ça. Mais ils sont éduqués aussi et surtout par le symbolisme de leur rite, de leur rituel. Et vous allez voir que c'est un symbolisme absolument luciférien. Alors, la hiérarchie des grades, n'est-ce pas, il y en a 33 dans la maçonnerie ordinaire. Il y a une maçonnerie extravagante, il y en a 99, bon, là, je passe dessus. C'est le rite de Memphis Misraïm, enfin, c'est effrayant. La plupart ne sont pas conférés, c'est-à-dire qu'on se contente de lire le rituel à des gens, la plupart ne sont pas conférés. Sont conférés le premier, le second et le troisième, le 18e qui est le grade de chevalier Rose-Croix, le 30e qui est le grade de chevalier Kadosh, et puis c'est tout. Alors nous allons rapidement étudier les rituels des grades qui sont conférés, et pas de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, nous les énumérerons pour la beauté du coup, parce qu'il faut quand même connaître leur nom ronflant. Et alors, il y a les 3 grades de la maçonnerie bleue, n'est-ce pas? Ensuite viennent des grades de ce que l'on appelle les grades capitulaires, qui vont jusqu'au 18e degré inclusivement, le 18e degré étant le chevalier Kadosh. Là, le maçon termine son cursus honorum de la maçonnerie, des grades dits capitulaires, parce que les loges, les tenues qui confèrent ces initiations s'appellent des chapitres. Ils singent, vous savez, ils singent la religion à tous les tournants. Enfin, tout est singé sur la religion là-dedans, en général singé et retourné à l'envers. Pas toujours d'ailleurs, parce que si c'était toujours, on finirait par comprendre. Alors, donc c'est les grades capitulaires, et ensuite viennent ce qu'on appelle les grades philosophiques jusqu'au 30e degré de chevalier Kadosh inclusivement. Et puis après, ce sont les grades administratifs qui sont le 31e, 32e et 33e, sont les grades administratifs pour le... Oui, enfin administratif, quoi, c'est pas... Parce que la maçonnerie, n'est-ce pas, est une société, une congrégation initiatique, mais c'est également une société de pensée qui a besoin de fonctionner comme société de pensée. Alors comme société de pensée, elle a besoin de grades administratifs parce qu'il y a des élections, il y a des bureaux, il y a un président, il y a des orateurs, des trucs comme ça. Ça c'est la maçonnerie en tant que société de pensée. Et en tant que collège alors, initiatique, que congrégation initiatique, eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors l'initiation d'apprentis est une initiation qui a été fabriquée de toutes pièces. Le rituel pourrait être signé véritablement par Diderot, d'Alembert ou Condorcet. C'est les Lumières du XVIIIe siècle. Il n'y a rien de plus. Ce qu'il faudrait retenir cependant, et ça c'est important du point de vue maçonnique tout de même, c'est le séjour dans ce qu'on appelle le cabinet de consultation, le cabinet de réflexion, pas de consultation mais de réflexion. Le candidat ayant été déclaré apte à la suite de 3 enquêtes, on lance à ses trousses 3 enquêteurs successifs qui enquêtent avec une minutie extraordinaire et une psychologie étonnante
n'est-ce pas, ça, si on avait le temps, je vous aurais lu les interrogatoires qu'on leur fait subir. C'est d'une psychologie phénoménale. Alors, quand il est reconnu apte, il est introduit dans ce qu'on appelle le cabinet de réflexion, où il reste de 30 à 45 minutes. Et alors là, il lit sur le mur, dans une demi-obscurité, savamment teintée, n'est-ce pas, en verdâtre, des inscriptions. En particulier, il y a le mot V 3 points, I 3 points, T 3 points, R 3 points, I 3 points, O 3 points et L 3 points, vitriol. Bon. Alors, vitriol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont tout simplement les premiers mots de ce que les alchimistes appellent la table d'émeraude. Alors, là, ça s'énonce comme ça en latin: visita interiora terrae rectificando inveniens occultum lapidum, c'est-à-dire visita interiora terrae, visite l'intérieur de la terre, rectificando invenies, après avoir rectifié, tu trouveras occultum lapidum, la pierre cachée. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, c'est-à-dire la pierre philosophale. Bon, alors on leur donne ça pour réfléchir dès le début. Alors, vous voyez, ça ne traîne pas l'initiation à l'alchimie. Et puis alors après, c'est considéré, d'ailleurs c'est un caveau, très, très macabre. En général, il y a un squelette qui pend, ou alors si ce n'est pas un squelette, c'est un crâne, un squelette, enfin, sur la table, avec des inscriptions. C'est un caveau de mort en vue d'une renaissance. Voilà, le but de la manœuvre, c'est faire que le maçon se considère comme mort, de façon que quand il va rentrer en loge, eh bien pour lui, c'est une véritable renaissance. Il reprend confiance, n'est-ce pas? Il n'est plus dans un décor macabre. Alors le candidat est préparé, je vous lis cela, c'est au grade d'apprenti, mais ça vaut pour tous les grades de la maçonnerie bleue. Il est préparé, il est tête nue, il est les yeux bandés, il est en bras de chemise, c'est-à-dire il n'a pas de veste, n'est-ce pas, il est en bras de chemise, avec le bras gauche découvert, c'est-à-dire qu'on ne lui met pas sa manche gauche, et il a le côté gauche de la poitrine découvert. Également, on lui relève son pantalon pour découvrir le genou droit, et on lui met, il n'a donc pas de... Il enlève son soulier gauche et en la place on lui met une pantoufle liturgique probablement. Voilà. Et alors c'est dans cet accoutrement. Et puis alors, il a une corde au cou et on le tient par la corde au cou et c'est comme ça qu'on le rentre dans la loge. Tout ça c'est pour lui faire une espèce de brimade, n'est-ce pas, pour qu'au moment où il va être déclaré franc-maçon, toutes les lumières vont s'allumer, les gens vont l'embrasser, etc. Il va avoir l'impression physique d'une véritable renaissance. C'est le plus banal des rites, parce que alors après, il y en a des pas ordinaires. Alors on fait des voyages. Alors les voyages maçonniques sont variés, suivant il y en a un, ce sont des vrais psychodrames. Il y en a le voyage de l'enfance, le voyage de la jeunesse et le voyage de la mûre. C'est ce qui se passe pour l'apprenti. Maintenant, nous sommes un candidat qui est un profane et qui veut devenir apprenti, n'est-ce pas? Et alors, le dernier psychologue, le voyage de l'âge mûr, alors il y a un franc-maçon qui endosse une chemise pleine de sang et il y a un autre comparse qui lui tape dessus avec une épée, un grand coup d'épée. Il fait semblant de lui taper dessus avec un grand coup d'épée. Et alors, on enlève le bandeau, pour un moment seulement, on enlève le bandeau du candidat, et puis on lui dit, voilà le sort qui vous attend si vous dévoilez, si vous violez votre serment. Alors, vous voyez quand même que ça se passe maintenant, ça. Alors on dit, bah, ils ne se vengent pas, ils ne se vengent plus, maintenant ils sont pacifiques. Bon, j'en sais rien, mais avec un rite comme ça dès le début, moi j'ai l'impression que c'est pas tellement illusoire. Alors maintenant, ils ont un système, c'est qu'ils lancent des sorts. En tout cas, dans la maçonnerie martiniste, c'est ça. Ils lancent des sorts, il faut se méfier. Alors, à un moment donné, après ça, on lui remet son bandeau, là, et puis alors après, on le lui enlève pour lui dire qu'il est délivré de tout ça, que maintenant, il a acquis les lumières, on lui explique les initiales vitriol, etc. Le grade de compagnon, lui, c'est le grade opératif par excellence. Ils n'ont eu qu'à le garder, parce que c'était le seul qui existait. Alors évidemment, on l'a un peu assaisonné à la sauce rosicrucienne, mais enfin, on a... oui, c'est là qu'on lui dévoile le sens
du mot de passe. Le mot de passe de compagnon, c'est chibolette. Chibolette, c'est très connu en maçonnerie. C'est un nom que personne ne peut arriver à prononcer, sinon quand on vous en indique la prononciation. Alors, on fait prononcer ça à des gens pour savoir s'ils sont maçons. Et alors, j'ai lu un livre d'un type qui s'appelait Corneloup, je crois que c'est Corneloup. Il a écrit un livre qui s'intitule comme ça, La Chibolette. Et puis alors, il finit par essayer de dire comment on peut arriver à le prononcer. Et puis alors, tout d'un coup, il s'arrête en disant, mais il ne faut même pas que j'en dise trop, parce qu'on finirait par savoir la prononciation. Il y a des trucs maçonniques qui sont vraiment rigolos. Ça, c'est l'initiation, donc, au grade de compagnon. Alors, au grade de maître, c'est la grande légende d'Hiram. Alors, la légende d'Hiram, c'est évidemment, c'est représenté par un psychodrame, n'est-ce pas? Et c'est représenté de la façon suivante. C'est Hiram, l'architecte du temple de Salomon, n'est-ce pas, qui vient visiter son chantier le soir après le départ des ouvriers. Il n'y a plus ni compagnon, ni apprenti, ni maître sur... Alors Hiram vient, il est tout seul, il regarde là si les mesures ont bien été respectées. Et puis alors, il y a 3 mauvais maçons qui l'attendent au tournant aux différentes sorties. Il y a 3 sorties par lesquelles il peut sortir, et qui l'attendent avec des instruments pour le tuer. Et alors il veut sortir, donc il rame, après avoir fait son inspection, et il est arrêté par le premier mauvais maçon qui lui demande le secret le mot de passe de maître. Alors naturellement, Hiram ne veut pas le lui donner, et il dit, je te donnerai le mot de passe quand la trahison sera honorée. Alors il ne lui donne pas, et le mauvais maçon lui donne un coup lui donne un coup de, je ne sais pas quoi, sur la tête. Un coup de règle sur la tête. Alors naturellement, seulement ce coup de règle ne le tue pas. Alors Hiram s'enfuit, il va à la deuxième porte, il rencontre un autre maçon qui lui demande la même chose, est-ce que tu veux me donner le mot de passe des maîtres? Alors, Hiram refuse de nouveau, et l'autre lui donne un coup de levier. Si c'est une baramine, je crois qu'il l'aurait eu du coup là. Enfin c'est un levier, je ne sais pas quel levier c'est. Il va à la troisième porte, et alors là, il tombe sur le troisième maçon, qui, devant le refus d'Hiram, lui donne un coup de maillet. Alors là, c'est l'arme maçonnique par excellence, et Hiram est étendu raide mort. Alors à ce moment-là, les 3 compagnons enterrent Hiram dans un lieu caché. Et le lendemain, on s'aperçoit de la disparition d'Hiram. Alors les maîtres, les autres maîtres, cherchent, se rassemblent et discutent, on va chercher Hiram. Alors on cherche Hiram, tout ça c'est mimé dans la loge, n'est-ce pas? On cherche Hiram, on fait le tour de la loge dans un sens, puis dans un autre. Alors il y a 3 trucs comme ça, parce qu'on le cherche pendant 3 jours. Et puis, à un moment donné, on trouve une branche d'acacia. Ah, on dit, ben ça, c'est le signe que nous sommes proches, que nous arrivons au but. Et en effet, tout d'un coup, il y en a un qui déclare qu'il a vu un tertre fraîchement remué. Alors, un tertre fraîchement remué. Alors, tout le monde, à ce moment-là, s'écrie Mac Benak, ce qui signifie, paraît-il, la chair quitte les os. Je ne sais pas pourquoi ce que ça vient faire là. Et alors l'officiant remet l'acacia à l'impétrant en lui disant voilà, quand sous le signe de l'acacia symbolique, vous avez recouvré la liberté, l'esprit de liberté, après l'avoir revendiqué, enfin une idée comme ça de revendication, et puis de liberté acquise. Alors à ce moment-là, on ouvre les draperies, la partie sombre, qui était restée sombre à ce moment-là de la loge, s'éclaire, la partie qui était éclairée s'appelle le débir, débir, écrit en hébreu avec un hé. Apparaît pleine de lumière, alors de nouveau c'est l'illumination maçonnique, n'est-ce pas, au sens physique du mot. Puis alors après viennent des discours, la prestation de serment, c'est toujours à base d'acacia, pour le maître c'est toujours à base d'acacia. C'est pour ça que quelquefois il y a des petites bourgades où on trouve le café des acacias. Quand il n'y a pas d'acacia aux alentours, c'est souvent un maçon qui s'est mis comme ça, parce que ça fait bien dans le tableau. Maintenant ça se fait plus beaucoup ces cafés des acacias, mais dans ma jeunesse on en voyait pas mal dans les bourgades comme ça. Alors le candidat promet ce qu'on lui demande de promettre, il est reçu maçon, on lui donne 3 coups de maillet sur l'épaule droite, 3 coups de maillet sur l'épaule gauche et 3 coups de maillet symboliques sur la tête, pour simuler les coups de maillet de maître Hiram. Alors il y a une initiation au 4e degré, bien entendu, je la passe, et d'ailleurs je vais passer tout ça, que voulez-vous, tant pis, on ne peut pas... Ce qu'il faudrait voir quand même, c'est l'initiation au 18e degré, au grade de Rose-Croix. Nous avons passé l'heure maintenant. Est-ce que vous voulez qu'à la prochaine séance, nous fassions les 2 grades de Rose-Croix
et le chevalier Kadosh, parce que je crois que c'est important. Voyez-vous, c'est un peu un pinceau, ça. Mais je crois qu'il faut y être passé, parce que quand on raconte, quand on fait des généralités sur la franc-maçonnerie, c'est très intéressant. Des jugements de valeur, comme ceux qu'on voit dans Monseigneur Palacios, c'est très intéressant. Seulement là, ce qui est très intéressant aussi, c'est de les voir en œuvre, dans leur loge. Parce qu'on voit que tous ces trucs-là, cette déviation de la religion à laquelle nous assistons maintenant, c'est bel et bien prévu depuis les origines de la maçonnerie. Tout ça, vous allez voir le relent luciférien qu'il y a, surtout dans le grade les deux d'ailleurs, mais surtout le dernier, là, le 30e degré de chevalier Kadosh, c'est effrayant. Il y a un renversement terrible. Je crois qu'il faudrait y passer, il faut le faire. Après, on verra si on modifie le programme, mais je crois que ça, il faut le faire parce que vous ne le lirez pas ailleurs, ça. C'est rare les livres qui détaillent comme ça. Ou alors si vous avez des rituels maçonniques, mais alors c'est vraiment la barbe. Hein. Quand c'est pas un peu décortiqué, c'est illisible. C'est illisible. D'abord, c'est rebutant, vous comprenez, c'est tellement bête, dans un sens que c'est rebutant. Puis c'est tellement éloigné de l'esprit de vérité, c'est tellement faux tout ça, ça sonne tellement faux que c'est pénible. Alors, c'est touffu, c'est pénible, alors finalement on ne le lit pas. Alors je crois qu'il faut y passer, on le fera si vous croyez. Enfin, je ne sais pas. Moi. Ouais, si vous pensez que c'est important, vous êtes mieux placé pour le juger. Oui, je crois qu'on peut le faire. Parce qu'alors, après, on va aborder une partie qui demandera que tout ceci soit connu. Ces choses concrètes doivent être connues avant les choses abstraites, à mon avis. Écoutez, vous me direz, si vous trouvez que ça fait trop, on fera des choses plus historiques. Excusez-moi, je peux vous poser une question. Et vous dites là justement que ce côté un peu bouffon, un peu grotesque, les francs-maçons qui se prennent pour des gens sérieux, généralement c'est l'objection qui vient tout de suite. Et oui. Comment faut-il faire des choses comme ça et comment les gens sont attirés par la Et franc-maçonnerie? oui, mais ils ont essayé de modifier ça. Ils ont essayé, par exemple, il y a un grade qui ne leur plaît pas du tout, qui ne plaît à personne, c'est le grade d'apprenti. Ils ont essayé de le modifier, ça n'a jamais réussi. Parce que les grands maîtres, ils tiennent à ça. Parce que d'abord, ça permet une chose, ça permet de trier les ambitieux et de laisser tomber les bonnes pattes. Les braves types bonnes pattes qui ne sont pas ambitieux ne veulent pas passer par ces grades-là, par ces épreuves qui sont un peu abétissantes. Vous comprenez? Tant les ambitieux, tant pis. C'est un mauvais moment à passer, mais en attendant, on monte dans le truc. Alors ça leur permet ça. Et c'est très important, les ambitieux, pour eux. Parce que comme ils ont des prétentions au gouvernement, n'est-ce pas? Il faut qu'ils aient des gens comme ça, des agents ambitieux dans la société profane pour réaliser leurs plans. C'est important, parce que c'est un moteur psychologique phénoménal, l'ambition. Alors ils tiennent absolument à avoir des ambitieux, et puis des gens dociles, qui soient à la fois les deux. Ambitieux de leur personne, et puis dociles quant à la suggestion maçonnique.